Non mais, du coup pour la photo, moi je te dis, le thème le plus porteur... Pour la photo, c'est l'espace, on dit. Mais non, le thème Ça, le on plus... vient en astronaute comme ça là. Waouh. Avec là les petites étoiles derrière là. Vous faites quoi les copains? Et on met un X-Wing comme ça qui Vous faites quoi? On cherche le thème de la vignette, mais moi je lui dis que le Alakazam de la magie c'est Non. bien plus... Quoi, la petite C'est miniature YouTube là? Oui. Image, Ah voilà. ouais, mais attends, mais moi j'ai une idée. On a reçu l'humanité. L'espace, ouais, alors c'est pas mal, mais. Parce que Et on nous voit comme ça. on a forêt mixte aussi, donc ce qui serait sympa, c'est qu'on soit en train de manger des fraises des bois et on aurait des cornes de cerf. On a pas de fraises des bois. C'est pas grave, on en a acheté. Et Non, j'en sais rien, moi. Chapeau pointu, c'est bien plus facile. Il y a Medieval Academy, on peut avoir des oreilles de chat. La magie, en plus, Mais la magie à la non. forêt, ça se. Non, ça se croit. Mais si, ça marche super bien. L'ultime. Oh, ça, l'espace, c'est génial. Sinon, les vaisseaux Avec spatiaux, plein d'étoiles par terre. Ah bah tiens, on va à Paris. Voilà, tu peux mettre la tour Eiffel, non? Carrément, alors attends, Non. ce qu'on peut faire c'est qu'on met la tour Eiffel, on va avoir des cornes de cerf dans l'espace, on a des oreilles de chat, on est dans les bois, et derrière il y a une cascade. Ça va être bien ça, non? Allez, banco. Coucou YouTube, coucou Antoine. Hello, salut à tous. Et bienvenue dans cette vidéo du vendredi où déjà on va donner le nom du gagnant qui va s'écrire ici, par là. Voilà, vous hésitiez entre Crackword et Quickshot, et bien c'est vous qui le gagnez parce que de ce dont je me souviens, ça va plaire dans votre petit couple. Donc du coup, on se dit, bah vous avez eu Crackword, certes, et qu'est-ce qui arrive à Quickshot? Nous sommes très généreux et nous laissons une seconde chance à Oh, Quickshot. oh, oh. Et voilà, vous pourrez gagner Quickshot avec des nouvelles conditions, bien évidemment, de concours que vous verrez en fin de vidéo. Si vous voulez tricher, je ne peux pas vous en empêcher, vous allez prendre le timecode et zou là-bas, mais c'est pas très gentil. Par contre, ce qui est super gentil, c'est vos messages. Ah, on était trop contents, on les lisait, on était genre... C'était vraiment adorable. Ah, c'était... on avait des cœurs dans les yeux à tous les commentaires, vous êtes vraiment adorables. Merci, faites ça tout le temps, hein, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, et au fait, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la vidéo du passe-temps. Voilà, vous êtes nombreux aussi, donc... Ouais, il y avait un petit peu de bienvenue. monde, effectivement. Salut à tous et à toutes. Alors, maintenant qu'on a fait un peu les concours et les trucs cool, on va aussi faire d'autres trucs cool qui sont les retours en stock. Et oui, alors attendez, j'enlève ceux-là. Ils sont Hop là. bien sympas ces retours. Et il y a ils sont réjouissants. Voilà, il y a Sheriff de Nottingham, là, ce jeu de saleté, hein, on va dire, pour Un être petit poli. peu. Oui. On a Revive, le gros jeu expert de chez Matago. Hop, et on a Earth qui est revenu aussi. Bon jeu expert aussi, hein, de toute façon on voit, hein, Seal of Excellence, tout ça, tout ça. Donc principalement du jeu expert, mais un jeu un peu plus accessible. Du coup, on va maintenant passer aux nouveautés qui vont être par là. Les Et toits oui, de Paris. Far Away. Non, pardon. Les toits de Paris. Et normalement ça sortait la semaine dernière, voilà. Nous sommes à la ramasse, mais ils sont là. Les toits de Paris du studio Kiff Édition par Christine Alcouf et Ludivine, n'importe quoi, Ludovic Maublanc. Et en plus on le connaît monsieur quand même. De 2 à 4 joueurs, 25 minutes de partie à partir de 10 ans. Alors c'est un jeu de prise de risque stop ou encore et de collection majorité. Voilà, on incarne un gang de cambrioleurs et on va aller faire des casses, voilà, en évitant de se faire arrêter par le commissaire Rossignol, voilà, l'inspecteur Rossignol, parce que c'est pas ouf, vous êtes des mauvais cambrioleurs si vous faites choper. Vous allez ensemble en fait faire des petits casses, mais vous allez vous répartir les trésors, tout en essayant de vous les répartir à votre avantage. Comment ça va se passer? Quand c'est vous le joueur actif, vous allez révéler des cartes une par une de cette pile de cambriolage. Quand vous en révélez une comme tout prise de risque et de stop ou encore, vous arrêtez ou vous continuez, c'est votre choix. Vous pouvez continuer à en révéler et des fois vous allez avoir des petites icônes de monsieur Rossignol avec des flèches et les flèches vont vous dire de combien de cases il avance vers vous. Quand il commence à être proche de là où vous étiez en train de tirer des cartes, Ça sent pas bon. ça sent pas très bon, il est pas loin. Alors après, vous faites le foufou ou pas, vous continuez ou pas. Si vous arrêtez, vous récupérez autant de cartes que la zone qui est marquée là. Je sais pas si tu la vois d'aussi loin. Là, en gros, de cette carte-là à cette carte-là, si vous arrêtez, vous récupérez qu'une seule carte. Alors que si vous avez continué au moins jusque là et que vous arrêtez à cette carte là, vous en récupérerez 2. Si vous arrivez au bout, vous pouvez jouer au loto si vous voulez, vous en récupérerez 4.
Donc si vous vous arrêtez, bah, vous vous servez et dans le sens des aiguilles d'une montre après vous, vos potes vont se servir aussi dans le butin. Eux par contre ils récupèrent qu'une seule carte, hein, voilà quand même. Mais du coup c'est voilà, vous partagez quand même un peu le butin. Mais à la fin c'est celui qui aura fait les plus grosses collections de chaque type d'objets, voilà, de couleurs. Hein. On a les cristaux, les bijoux en rouge, etc. qui va l'emporter. Vous avez aussi la possibilité de faire un coup de maître. Qu'est-ce qu'on appelle que cela? Eh ben, c'est quand vous vous arrêtez pile devant Monsieur Rossignol. Vous vous êtes arrêté pile devant son petit jeton là, vous lui volez des choses au nez et vous avez le droit de vous servir tout ce que vous voulez dans tous les butins. Voilà, si vous voulez, vous prenez tout et vous vous agencez chez vous. Vous pouvez aussi en prendre un peu et laisser aux autres. Toujours de toute façon, ce qui est laissé, c'est aux autres. Hein, ils vont se le partager. Ou alors vous vous faites choper, voilà, le jeton de Rossignol arrive sur les cartes que vous aviez déjà révélées, pas de chance, vous ne vous servez pas dans ce casse-là et les autres par contre ils vont se servir. Enfin, dans les collections que vous faites, vous aurez certaines cartes qui auront des petits chiffres, c'est des points de victoire bruts qui vous rapportent à la fin. Vous avez des petites plumes, c'est une autre majorité possible à gagner et qui rapporte des points en fin de partie. Mais vous avez aussi des petites cloches, Dès que vous en avez 3 dans une même collection, vous perdez toute la collection. Donc du coup, vous allez aussi un peu vous bloquer là-dessus, c'est intéressant parce que à un moment quand vous vous servez, parce que vous avez réussi à pas vous faire choper, vous pouvez laisser à vos voisins des cartes avec des cloches et vous voyez que c'est, par exemple, vous lui laissez à votre voisin la carte violette avec une cloche et vous êtes obligé de récupérer des butins quand vous pouvez pas dire non, moi je le récupère pas, donc vous êtes obligé de le prendre. Ça c'est chafouin. Voilà, là vous dites c'est pas sympa, vous prenez la carte violette avec la cloche, vous la mettez chez vous et en fait c'est la 3e cloche de votre collection de violettes et là vous perdez tout. Donc vous pouvez vraiment aller embêter les autres dans ce que vous leur laissez pour pourrir leur collection. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois la pioche terminée, on va voir qui a le plus de rouge, qui a le plus de bleu, etc. Et c'est lui qui va rapporter, enfin qui va gagner les points. Voilà, c'était les toits de Paris qui sont magnifiques comme vous pouvez le voir et très très cool. On était un peu passé à côté mais il est là. Voilà. Le rattrapage est fait. Vous nous pardonnez, merci bien. On va passer à un autre niveau. Voilà, c'était plutôt accessible, là on passe à de l'expert. Et oui, je présente de l'expert. Oh waouh, alors quand même j'ai galéré sur les règles parce que moi déjà lire des règles, alors expert, heureusement elles sont super bien écrites. Déjà un chapeau à Super Meeple et Mind Clash Games pour les règles très bien écrites et très bien traduites. Très important. Voilà. Donc, Septima, par Robin Egedus et illustré magnifiquement par Vilo Farkas. Donc, Septima, oui, il est loin. Vraiment un bout de bras, c'est pas conseillé. On en a pour son argent, effectivement. C'est clair. C'est de 1 à 4 joueurs. Vous avez des variantes solo, des variantes à 2. Elles sont toutes très bien calculées. Vous avez déjà 2 modes de jeu, un basique et un complet. Complet, ils appellent ça. Genre méga dur en fait. 25 minutes de jeu par joueur et 12 ans et plus. Un bon expert quand même. Alors j'ai pas besoin de vous montrer le dos, pourquoi? Parce que j'ai parfaitement préparé mon plateau, voilà. C'est magnifique. La petite histoire, parce que vous savez que moi j'aime les petites histoires. La Septima, qui est la grande chef de tous les couvents de sorcières, elle vous réunit, elle vous dit bon les filles, moi je sens que c'est bientôt la fin pour moi. Du coup vous allez avoir un an pour me prouver qui est la plus sage et qui pourra me prendre ma place. Voilà. Donc du coup, nous on va incarner des petites sorcières avec ces petits jetons trop mignons et on va réunir de la sagesse principalement en guérissant des pauvres petits monsieur et madame dans le village de Nuttenberg, je crois, comment ça s'appelle, tout en évitant les chasseurs. Bah oui, ils sont toujours là, c'est mal vu de soigner les gens. Je sais pas pourquoi, sales ingrats là. Donc ça va se passer en plusieurs saisons. Ici on va avoir été 4 manches quoi, en gros, divisés eux-mêmes en tours. Ça peut être un peu long, mais c'est trop bien. Comment ça va se passer? On va avoir des petits chasseurs. À chaque saison, vous allez avoir ici, dans une saison, vous avez 4 phases qui sont aussi découpées en phases de lune. Alors vraiment, il y a une saison, il y a phase de lune et il y a des phases dans les phases de lune. Comment on fait? Là, c'est très bien résumé. Vous allez déjà avoir votre plateau de petits sorciers et sorcières. Au début, vous commencez avec que 2
sorciers dans votre couvent. Tirez au hasard, ils ont chacun leur petit pouvoir. Vous avez une mise en place de départ pour vous dire avec quels ingrédients vous allez commencer. Et après, vous vous placez sur le plateau. Au début, vous vous placez, généralement c'est conseillé vers les bords parce que vous êtes loin des chasseurs, mais vous êtes près des ingrédients que vous allez cueillir. Chacun notre tour, on va programmer déjà une de nos cartes actions. On a tous les mêmes cartes actions. On va en programmer une. Alors on a aussi une petite carte objectif en plus, qui nous fait des petits points de sagesse en plus en fin de partie, si on y arrive. Et on va la programmer face cachée, et après, on va les révéler. Hop là! Alors, si on est plusieurs à avoir révélé la même carte action, on va être en harmonie. Ouh. Et en fait, quand vous êtes en harmonie, vous avez le droit de faire les deux pouvoirs. Parce que si vous êtes juste tout seul, vous faites un pouvoir cool. Ok. Mais si vous êtes en harmonie, vous avez le droit de faire les deux pouvoirs. Mais, vous faites un peu trop des chants bruyants et tout, vous êtes genre ouais ma sœur, on est trop bien. Et en fait vous montez votre niveau de suspicion parce que vous faites un peu trop de bruit là dans votre super sortilège enchanteur. Et donc plus vous montez sur la piste de suspicion, plus vous aurez de chances de finir en procès. Voilà, oui, c'est l'histoire de la vie des sorcières. Donc déjà, chacun notre tour, on va accomplir nos actions normale ou harmonieuse, et après on va pouvoir crafter des petites potions si on veut, parce qu'on va pouvoir se déplacer d'intersection en intersection pour récupérer les ingrédients qui sont autour de là où on a terminé notre déplacement. Ok. On va pouvoir récupérer que certains ingrédients en fonction de la phase de la lune qui est ici. Hop, tu vois, ça c'est la phase de la lune, et à cette phase-là, c'est les champignons et les petits crânes que je peux récolter. Ok, d'accord. Voilà, donc là je me suis mise ici, c'est cool, je vais pouvoir récolter un crâne et un champignon et un deuxième crâne et c'est tout. Et lui il est trop long. Donc voilà, je vais pouvoir récolter 2 petits crânes et un champignon. Là, celle-là, dans cette phase de lune, il n'y en a pas. Ok. Voilà, je les mets sur mon petit plateau. Je peux aussi en action crafter des potions. Donc je vais devoir dépenser des petits jetons et les dépenser pour récupérer des petites potions comme ça. Il y en a qui sont faites pour guérir les gens, mais il y en a qui sont aussi faites pour vous aider vous à calmer la foule si justement elle commence à un peu trop s'énerver contre vous et votre suspicion elle monte trop. Il y a des choses comme ça. Normalement il y a un grand chaudron, un plateau chaudron où ça vous dit exactement les recettes des potions, mais comme vous voyez il n'y a pas trop de place. Vous allez aussi, en fonction de votre niveau de suspicion, rajouter des petits bonhommes d'opposants. Ils s'appellent les opposants, c'est les rouges là comme ça. Voilà, ils sont pas contents. Ils vont aller déjà. Voilà. Ils vont aller déjà sur les patients déjà, parce que bon, ils sont leur c'est pas cool ici. Mais si vous allez soigner le patient en lui donnant la potion adéquate, vous allez pouvoir les calmer et ils sont contents et ils s'en vont. Voilà, ils sont quand même un peu reconnaissants. En plus de soigner quelqu'un, vous allez monter sur la piste de cette blessure que vous avez soignée. Imaginons, j'ai soigné quelqu'un qui s'était foulé la cheville. Oh, pauvre personne. Je monte ici et j'aurai des gains à chaque niveau. Là, je vais gagner des cristaux. Les cristaux, vous vous en doutez, c'est des ingrédients joker. Ça peut être ce que je veux. Voilà. Mais vous avez plein d'autres pouvoirs possibles. Et ici, ça va être les points de victoire de fin de partie en fonction de jusqu'où vous êtes monté sur chaque frise. Voilà. Donc plus vous montez, plus vous aurez de points. Vous pouvez du coup... c'est à peu près tout dans votre tour, hein. Après ça dépend des cartes d'action que vous jouez. Mais surtout, en fin de tour dans la phase de lune, c'est très dur de les classifier, vous avez la phase de procès. Si des gens se sont fait choper pendant le tour parce qu'il y a trop de suspicion, ils vont ici. Mais s'il n'y a personne de la partie qui s'est fait choper, on a quand même un sorcière neutre qu'on a pris dans la pioche qui sera, quoi qu'il en soit, en procès. Voilà. Okay. Sinon on s'ennuie dans le voisinage, il faut toujours un procès tous les jours. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Hein. Voilà. Il fallait bien quelque chose. En fait, vous avez des actions, je crois que ça s'appelle envoûter. Vous allez mettre vos petits fidèles à vous dans le sac de la foule, ici. Et vous allez en piocher autant que d'emplacements en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Par exemple, voilà, si vous êtes 3 joueurs, vous allez pouvoir aller jusqu'ici. Et vous commencez bien de gauche à droite, parce que ça va être important pour les majorités. Hop là! Il y a aussi dedans, comme je vous ai dit, des saletés là, des messieurs qui sont pas contents. Voilà, on va faire une petite mise en place comme ça. Oui, je défonce tout. Et du coup, en faisant ça, vous allez compter déjà s'il y a strictement plus de fidèles de sorciers que d'opposants qui sont pas contents. Si c'est le cas, le procès est gagné déjà. On a sauvé le sorcier-sorcière. Maintenant, on va voir qui a le plus participé à son sauvetage. Ici, c'est le joueur orange parce qu'il avait placé
qu'on a pioché finalement, plus de gars à lui. Et donc, si vous le remportez, hop, vous pouvez, si vous voulez, l'adopter dans votre couvent. Ça vous fait des nouveaux pouvoirs. Si vous aviez plus de place, parce que vous pouvez en avoir que 4, vous défaussez, enfin voilà, vous vous arrangez, on peut pas en avoir plus que 4. Voilà, s'il y avait un deuxième procès, on fait la même chose, etc., etc. On a aussi les chasseurs. Les chasseurs, c'est en fin de tour aussi, on va voir si des gens dans ce tour-là sont montés sur la piste de suspicion. Pas forcément sont arrivés en haut, hein, parce qu'en haut vous allez direct au procès. Mais juste vous êtes montés pendant le tour, vous allez lancer ce petit dé. Et en fonction du résultat, hop, là j'ai mis 0. Je vais l'additionner avec la hauteur de mon niveau de suspicion, donc la 5, et c'est un chiffre positif. Le chasseur le plus proche de moi va avancer de 5 intersections jusqu'à moi par le chemin le plus court, bien évidemment. S'il arrive sur le même endroit où j'étais moi, ça fait justement que je perds 5 de sagesse, et ça fait très mal aux fesses, parce que la sagesse, c'est les points de victoire. Après, il retourne chez lui, hop, il est fatigué, c'est bon. Moi, j'ai le droit de me barrer de autant de cases que je veux parce que le traumatisme fait que je cours très loin. C'est marrant parce que même si le chasseur, il passe par une case, enfin une intersection où il y avait une autre sorcière, il s'en fiche, c'est vous qui l'a dans le collimateur. Il va tracer et c'est vous qui va attraper. Voilà, et chacune fait ça, chaque joueur fait ça si il a monté ce tour-là sur la piste de suspicion. Donc chacun a une chance de se faire choper par un méchant chasseur. Et oui, ça arrive, mes chers amis. Ça, c'est le mode de base. Vous allez pouvoir ajouter donc le mode complet, que je vous avoue, je n'ai pas lu encore. Parce que rien que le mode basique, je l'ai digéré un peu. Ça a l'air complet. Le mode complet, vous avez encore plus de pouvoir, vous avez plus de sorciers, vous avez en plus un plateau de rituels, vous avez plein de cartes en plus. Et vraiment dans les règles, ils vous le disent bien. Ils vous disent même si vous sentez des joueurs experts de fifou malades, on vous conseille vraiment de commencer par le mode basique. Vraiment, sans compter l'extension qui est pas là mais qui arrive la semaine prochaine parce que j'ai cafouillé dans les commandes. Ça arrive. Mais qui arrive. Oui. Donc avec l'extension en plus, on est sur du très très lourd. Ouais. Déjà, jouer le mode basique, déjà. Après, jouer le mode complet, déjà. Je crois qu'il y a un mode avec la veuve noire. Alors, je m'en suis pas approchée parce que je suis très arachnophobe et les petits meeples d'araignée sont très bien faits. Oui, j'ai retrouvé Alice toute blanche debout dans l'arrière-boutique. Je peux pas continuer, je peux pas. Voilà. C'était donc Septima et je laisse la place à je sais plus qui. Expeditions, dans l'univers de Scythe, l'univers 1920+, c'est une sorte de revisite de l'histoire avec des éléments de science-fiction dans une Europe de l'Est fantasmée. Donc, on reconnaît tous les éléments de Scythe, on va retrouver les héros puisque ça se passe après les événements de la campagne de Scythe, donc je crois que c'est l'éveil de Fenrir ou de Fenris. Le réveil de Fenris, un truc comme ça. Voilà. Un jeu évidemment de Jamie Stigmeyer chez Stone Meyer Games et illustré par Jakub Rosalski. C'est distribué et traduit en France par Matago. On peut jouer en solo, ça va se jouer jusqu'à 5. À partir de 14 ans, parce qu'on est sur du bon vieux, gros, expert. Et ils disent pour des temps de jeu d'environ 60 minutes. Suivant le nombre de joueurs, Alex, on est d'accord que ça peut chiffrer un peu plus. En fait, c'est 60 une fois qu'on sait bien jouer, quoi. Par joueur. Ouais, peut-être. Peut-être pas autant une fois qu'on sait jouer, mais oui. Franchement, pour votre première partie, comptez un bon 2h30 à 3. Ouais. Bon, ça peut. C'est une fourchette. Ça peut être très variable. C'est vrai. Vous l'avez compris, ça va être du costaud. Et c'est vrai, Alex, que. Alors, on n'a pas le temps de faire autant de jeux experts qu'on souhaiterait, mais on a eu le plaisir d'y jouer récemment avec Thomas. Et. On a pris cher, très très cher. Par contre, il y a vraiment un goût de reviens-y. Bref, je vous explique le jeu. On va revenir sur les sensations de jeu à la fin de tout ça. Nous sommes donc après les événements de la campagne de Scythe. Il y a une météorite qui s'est écrasée au loin et depuis, dans cette région, et elle a un nom, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la Tumunska. Dans cette région, il y a des créatures qui se sont mises à muter, il y a des événements étranges. On va aller, nous, en tant que héros, explorer et voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone. C'est un jeu dans lequel on va faire des points, tout simplement. On va donc partir d'ici avec nos mechas. On va retrouver les mechas de l'univers de Scythe, donc on va retrouver de la symétrie. On va avoir, et bien évidemment, un personnage qui va être lié à ce mecha sous forme de carte. Nos personnages sont sous forme de carte et on va avoir un compagnon. Moi, par exemple, je jouais, je sais plus comment elle s'appelle, et elle avait un ours en tant que compagnon. On a des cartes de départ qui sont asymétriques. La symétrie va être principalement à ce niveau-là. Et on va pouvoir aller se déplacer de lieu en lieu
explorer, donc dévoiler de nouveaux lieux, et on va pouvoir récolter des choses, réaliser des quêtes. Il y a tout un tas de moyens de faire des points. Il y a des points à réaliser sur le plateau, notamment avec un système de quêtes. Alors ce n'est pas un jeu narratif dans le sens où on ne vous raconte pas une histoire en tout paragraphe, mais quand même on sent qu'il y a un univers, on sent qu'il se passe des choses. Finalement on se raconte une histoire à soi-même en jouant. Et puis il y a des objectifs généraux qui sont toujours les mêmes d'une partie sur l'autre, à essayer de réaliser avant les autres joueurs, tant qu'à faire évidemment. Comment est-ce qu'on y joue? Alors là c'est dommage, on voit pas, mais on a un plateau individuel. Sur ce plateau individuel, on va pouvoir monter sur deux ressources, compétences, statistiques plutôt. C'est la force et la ruse. Ça nous permet de faire tout un tas de choses. Mais notamment sur ce plateau aussi, on va sélectionner nos actions quand c'est mon tour. En fait, il y a 3 actions. Je vais prendre le petit cube d'action, je vais le mettre sur l'action, par exemple, de récolte. Alors les actions sont quand même, dans un premier temps, de récolte, de déplacement et de jouer une carte. Si je me mets sur le petit cube sur la récolte, je vais pouvoir faire que du déplacement et jouer des cartes finalement. Et au prochain tour, je devrais déplacer le cube. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous avez une action que vous ne ferez pas qui va se décaler d'un cran. C'est hyper simple, c'est très visuel sur le plateau. Croyez-moi, quand vous allez jouer, pour anticiper ce que vous souhaitez faire, ça va être vraiment, vraiment diabolique. C'est-à-dire que votre tour a vraiment un impact absolument considérable sur le tour suivant. Un tour sur 2, nous ça a été notre cas, et je pense que ça va être à peu près pour tout le monde à la première partie. Quand vous allez faire votre action, les autres joueurs vont jouer, ça va revenir à vous et vous allez vous dire mince, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là je me suis bloqué ça, j'aurais voulu me déplacer là et faire ça, mais je peux pas. Bon, mais tant pis, je fais ça. Et hop, ça revient à vous. Oh mince, en fait j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû plutôt faire ça. D'où le côté good reviens-y, parce que c'est un jeu qui vous permet de vous vautrer. Il y a pas, comment dire, il y a les petites rigoles sur le côté. Vous voyez pas, c'est comme au bowling, il n'y a pas les petits boudins pour vous empêcher que la boule elle tombe. Non, elle va y aller et vous allez vous viander bien comme il faut. Et il y a vraiment une courbe de progression, il y a vraiment un réel apprentissage. Et quand on avait fini la partie, alors il était tard, on a joué pendant 3 heures, on était fatigué. Si je bossais pas le lendemain, je pense qu'on en aurait fait une autre. Ça aurait été envisageable. Sur le retour, on en parlait beaucoup quand même. Grave. J'aurais peut-être dû faire ça. On l'a bien débriefé. Je vous décris en gros ce qu'on va pouvoir faire avec ces fameuses 3 actions. Donc, explorer, donc c'est se déplacer en fait, tout simplement. Vous allez vous déplacer de case en case. Quand vous allez arriver dans une zone qui n'a pas encore été explorée, vous allez récupérer un petit jeton d'exploration. Ça fait partie des objectifs d'explorer par exemple. Vous allez pouvoir donc jouer des cartes. Ces cartes, vous allez pouvoir notamment les récupérer sur le plateau. Elles vont aller dans votre zone. En gros, à gauche de votre plateau, il y a les cartes que vous pouvez utiliser, et à droite, vous avez les cartes que vous avez utilisées. C'est un peu comme une sorte de pioche des fosses, même si c'est pas exactement ça, mais vous avez l'idée. Quand on achète une carte, elle part dans la défausse. Et en fait, il y a des actions qui vont permettre de récupérer les cartes, pour ensuite pouvoir les rejouer, les réactiver. Voilà donc l'action de jouer des cartes. Et donc il va y avoir l'action de récolter. Alors on récolte pas des ressources à proprement parler. On n'est pas du tout chez Rosenberg à récolter du maïs, des pommes de terre. Non. En fait on va récolter certes ce qui ressemble le plus à des ressources avec des petits meeples de différentes couleurs qui vont nous servir, je vous dis juste après pour quoi faire. Et sinon ça peut être des actions de jouer des cartes, récupérer des cartes, activer des cartes, oui, parce que parmi les cartes que vous avez par exemple des cartes d'amélioration. Si vous êtes dans une zone qui permet de faire une amélioration, cette carte d'amélioration, vous allez la glisser sous votre plateau ou au-dessus du plateau pour les améliorations, je crois. Ça va augmenter, vous en doutez, la capacité de certains éléments de jeu. Les petits meeples qu'on récolte, ils vont servir à quoi? En fait, quand vous allez jouer une carte, elle a une action. Mais elle a un petit emplacement avec un meeple d'une certaine couleur. Il y a plusieurs couleurs de meeple. Et si vous jouez le petit meeple sur la carte, au moment où vous faites l'action, vous allez bénéficier d'une action bonus. Les cartes, en gros, donc comme je vous l'ai dit, font des actions de base, peuvent être des cartes d'amélioration qui vont augmenter la capacité, la puissance de vos actions. Et il y a également des cartes de quête. Les cartes de quête, vous allez les récolter. Et ça vous demandera donc de la prendre à un endroit et d'aller l'emmener à un endroit bien précis. Des fois c'est juste à côté, ça dépend, c'est le tirage, parce que tout ça, c'est tirage aléatoire. Et si c'est juste à côté, alors là, si vous pouvez vous déplacer et l'activer, vous allez le faire. Mais des fois c'est à l'autre bout du plateau, puis vous réfléchissez, vous dites est-ce que ça vaut vraiment le coup que je traverse tout le plateau, parce que des déplacements on n'en a pas à l'infini, ça peut prendre un certain nombre de tours, finalement est-ce que ça vaut pas mieux de le laisser à un autre joueur ou d'y repasser plus tard, et tout ça, ça se planifie. C'est vraiment le genre de jeu où vous n'allez pas planifier juste le prochain tour, je vous conseille de planifier 3, 4, 5 tours à l'avance. Voilà en gros ce que je peux vous dire pour Expédition, sans non plus faire l'emphase sur le magnifique matériel, si on va le faire, parce qu'on retrouve
comme souvent chez Stone Meyer, et qui plus est dans la game size, les jolis mechas qui sont bien ouvragés, franchement, sont très plaisants à manipuler. Et puis il y a tout un tas de petits jetons, de petits meeples, bref, les illustrations, comme d'habitude, à tomber par terre. Autant vous dire que, vous l'avez compris, Expédition, ça a été un coup de cœur. Hop là. On décale comme ceci, non pas pour Seven Wonders Architects, mais pour Waterfall Park, un jeu de Karsten Hartwig. C'est proposé par Repos Productions. On est sur un jeu d'ambiance de blabla pour jouer à, j'ai oublié le nombre de joueurs. 3-5 joueurs. Oui, exactement, à partir de 10 ans, pour des parties de plus ou moins 45 minutes. Ça va un peu dépendre de vous. C'est la réédition de Chinatown, un jeu qui était sorti il y a un petit paquet d'années quand même, auquel moi je n'ai pas joué finalement. J'ai découvert Chinatown au travers de Waterfall Park. Et quel plaisir de découvrir ce jeu, puisque c'est un jeu de blabla, c'est un jeu de négoce, et je trouve qu'il n'y en a pas assez des jeux de blabla et de négoce actuellement, et celui-là vraiment vient combler ce vide, mais en plus je trouve qu'il le fait bien. Donc, qui dit réédition, dit pour le coup changement de thème, et ici on se retrouve donc à Waterfall Park. C'est cette espèce de grand parc d'attractions géant à ciel ouvert en plein milieu de l'océan, pourquoi pas. Nous, on va jouer des industriels, on va dire, des capitalistes. Et on va aller acheter, alors recevoir dans une loterie, acheter des emplacements pour y placer des attractions, pour faire de l'argent, en gros. Comment est-ce que ça se joue? On va jouer plusieurs manches. Au tout début, vous allez recevoir via une sorte de système de loterie des emplacements. Vous voyez, ces emplacements, ils sont numérotés de 1 à, je sais pas, j'ai l'impression que ça va jusqu'à 81. Vous allez recevoir également des attractions. Et ce qu'il va falloir faire, ça va être de poser, donc de construire les attractions via une phase de construction, des actions de construction, pour faire gagner de l'argent. C'est marqué sur chaque attraction le nombre d'attractions qu'il vous faut connecter du même type pour arriver à ce que ça soit bénéfique. Donc par exemple, vous voyez ici, il y a le train fantôme, il y a marqué 4, mais il en faut 4 côte à côte. Ici, le pêche à la ligne, toboggan, canard, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a de l'eau. Il en faut 5 connectés les uns aux autres. Le truc, c'est que comme c'est une loterie, au début, vous allez avoir un emplacement à vous ici, puis un là, puis un là. Oh ici, c'est bien, c'est à côté, c'est plutôt une bonne chose. Puis un ici, puis un ici. Une fois qu'on a tous reçu nos lots, on va passer à la phase de négoce. Et c'est tout le cœur du jeu, parce que vous faites ce que vous voulez, vous promettez ce que vous voulez, et en échange, vous donnez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous respectez les engagements que vous souhaitez ou pas, c'est vous qui voyez. Alors évidemment, comme toujours dans ce genre de jeu, si on ne respecte pas du tout ces engagements, qu'on roule tout le monde dans la farine ouvertement, on ne fait pas confiance et on n'arrive à rien. Si on est trop gentil, on se fait rouler dans la farine et on n'arrive à rien non plus. Il va falloir trouver l'entre-deux, et c'est ça que j'adore dans ce genre de jeu, pour arriver à troquer des lieux contre des autres. Eh tiens, t'as celui-là, il m'intéresse pas trop mal. Bah oui, je me doute qu'il t'intéresse, c'est juste à côté de chez toi. Oui, bon, ça va. Est-ce que tu veux bien me l'échanger contre celui-ci? Celui-ci, pourquoi pas, j'y tiens pas plus que ça. En même temps, je pourrais peut-être construire quelque chose plus tard. Puis peut-être que ça peut intéresser Alice aussi, parce que Alice, ça te dirait pas de venir ici? Si, ça m'intéresse aussi. Du coup, je veux bien te le vendre, mais toi, tu me donnes 3 pièces en plus. Et puis, tu me promets que la prochaine fois, si tu tombes dans cette zone, on fait un échange. Et puis je te donnerai une pièce à ce moment-là. Vous allez vraiment rentrer dans ce genre de discours. Et puis Alice, elle va couper la parole, elle va dire non, parce que moi en fait je te donne 3 pièces. D'où le fait que ça peut durer un certain temps. Mais c'est vraiment le plaisir du jeu. Tout le plaisir est là. Le jeu, c'est ça finalement. Une fois qu'on a fini donc nos petits négoces, on va aller construire, si on le souhaite, nos petits emplacements. On va récolter à nouveau les pièces et ainsi de suite. Et à la fin, on va voir qui a gagné le plus de pognon. Voilà donc pour Waterfall Park. Je suis vraiment très content qu'on ait enfin un jeu de négoce à grande ampleur comme ça à proposer. Quand je dis à grande ampleur, vous avez vu, gros plateau, tout un tas de matériel. On reste sur du familial, on reste sur du jeu quand même hyper accessible. On n'est pas sur de l'expert. En parlant de jeux accessibles, on a reçu Forêt Mixte. C'est un jeu qui était quand même pas mal attendu sur cette fin d'année. C'est un jeu de coche. Alors non, c'est pas un jeu où on va cocher des choses, non, c'est le nom de l'auteur ou de l'autrice, je ne saurais vous dire. C'est un jeu pour 2 à 5 personnes, pour des parties de plus ou moins 1 heure. En vrai, ça peut varier d'une demi-heure à 1 heure. À partir de 10 ans, effectivement, parce qu'il y a pas mal d'informations, donc ça reste un jeu familial, mais vous allez voir qu'il y a quand même plein de petites choses à mémoriser, donc plutôt pour des gens qui sont quand même habitués à faire du jeu de société. Que va-t-on y faire? On va faire croître chacun notre forêt. Il faudra que votre forêt fasse marquer plus de points que celle des adversaires. On va avoir une grande pioche comme ceci, qu'on va découper en plusieurs segments. Dans le dernier segment, on va aller y mettre les cartes d'hiver comme ceci, hop là, qu'on va mélanger.
On va mettre la dernière carte hiver sur le dessus. Tac, quand les 3 hivers auront été piochés, ce sera la fin de la partie. On n'aura peut-être pas fait le même nombre de tours. Peut-être que vous étiez en train de faire un coup d'éclat, ou au contraire, vous vous êtes bien installé et vous aviez déjà tout fini. Vous ne savez pas. Vraiment, il va falloir essayer de sentir. Alors, heureusement, vous avez une première carte, une deuxième carte, et c'est la 3e qui met fin à la partie. Vous allez donc avoir tout ce temps pour faire quoi? Eh bien, pour faire votre forêt. Quand c'est mon tour, j'ai le choix entre 2 actions. Je vais soit pouvoir piocher, alors hop là, vous avez des cartes en main, ça je ne l'ai pas fait, mais hop là, je prends des cartes en main. Vous allez pouvoir soit piocher, soit jouer des cartes. Alors piocher, il peut y avoir des cartes ici. Il peut y en avoir jusqu'à 10 dans cette zone. Et puis sinon, il y a la pioche ici. Par exemple, je peux piocher celle-ci. Après, je peux en reprendre une autre ici. Ou finalement, je peux décider de piocher ici. J'aurais pu piocher 2 fois ici. Bref, on a le choix. Les autres joueurs vont jouer, ça va revenir à moi et à nouveau je vais pouvoir soit piocher soit jouer. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on joue. Il y a plusieurs types de cartes. En gros il y a 2 types de cartes finalement. Vous allez avoir les arbres, je peux choisir de jouer, hop là, un arbre et en fait sur cet arbre tout autour, comme on en l'a fait ici, eh bien on va pouvoir aller jouer des cartes d'espèces. Les cartes d'espèces, elles sont découpées en 2. Droite et gauche ou haut et bas. Donc à un autre tour, je pourrais à nouveau jouer une carte, et celle-ci, je pourrais la mettre soit à droite comme ceci, pour bénéficier du lièvre d'Europe, soit à gauche pour bénéficier du raton laveur. Et donc je vous montre rapidement, hop, il y a des cartes comme ceci, soit la luciole, soit le jet des chênes, et hop là, je viens glisser comme ceci et je bénéficie de la luciole. Alors là, je vous dis, on joue des cartes comme ça, c'est la facile, à part que ces cartes, elles peuvent avoir un coût. On voit ici que le sapin blanc, il a un coût de 2. De quoi? Eh bien 2 cartes. Je vais payer des cartes que je vais mettre ici, à disposition des autres joueurs. Donc je vais, dans un premier temps, regarder ce qu'il y a dans ma main et me débarrasser de choses qui n'entreraient pas dans ma stratégie. Faire attention que ça ne puisse pas trop intéresser les autres joueurs parce qu'on voit ce qu'ils font. Et si je vois que Alex a commencé une série dans laquelle il lui faudrait absolument la fouine, je vais peut-être pas lui laisser la fouine. Je vais peut-être la garder en main un petit peu, histoire que tu te perdes dans tes stratégies et que tu ailles dans une autre direction. Mais également, je vais regarder pour les couleurs. Par exemple, ici, le sapin blanc, il y a les petites jumelles bleues. Eh bien, si je mettais des défaussés de 2 cartes avec un symbole bleu, bon, j'en avais pas en main, c'est ce symbole-là, finalement, qu'on retrouve sur le sapin en lui-même, eh bien, j'aurais gagné un petit bonus. Alors, la plupart des cartes le font, pas toutes. Et si ce petit bonus, c'est que j'aurais pu jouer un mammifère de ma main directement, ça c'est très cool. Ces cartes que l'on pose, vous voyez, nous donnent des petits bonus. Ces petits bonus, ça va être soit des points bruts, ça peut être également de piocher des cartes. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être les points bruts. Par exemple, ici on a les lucioles, elles font des collections. Une luciole, 0 points, puis dès que vous en avez 2, c'est 10 points, puis 3, 15 points. Si vous avez les 4 lucioles, ça fait 20 points. Je dis pourquoi les 4 lucioles? Alors, sur l'écran, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que c'est vrai qu'en vrai, c'est écrit tout petit, mais il y a un petit 4 ici, qui nous dit que dans le jeu, il y a 4 lucioles. Ça vous permet d'anticiper. Les premières parties, on joue un peu au pif, on essaye des stratégies. Alors en plus, il y en a plein des stratégies, vous allez pouvoir en essayer plein. Mais plus ça va, plus vous allez connaître les probas d'avoir tel ou tel élément suivant le nombre de joueurs, suivant la stratégie qu'ils ont. Peut-être que vous déduisez au bout d'un moment que la stratégie des lucioles et les papillons, par exemple, qui fonctionnent un peu sur le même principe, ça va intéresser personne et que vous pouvez vous lancer dedans. Par contre, si vous voyez qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui ont commencé les papillons, vous pouvez faire une croix dessus parce que ça va être la bagarre, donc vous allez rebondir sur autre chose. C'est ça qui va être vraiment intéressant dans Forêt Mixte. Et puis alors, c'est plaisant aussi de créer son petit écosystème. Il y a vraiment du scoring dans tous les sens. Vous voyez par exemple ici, le bouvreuil pivoine, il me dit 2 points. Alors c'est les petits glands, les points. Par insecte. Par la suite, vous allez essayer de mettre des insectes. Il y a d'autres animaux qui vous font gagner des points par les papillons. Papillon étant un insecte et un papillon, forcément, eh bien ça peut être intéressant d'aller chercher ce combo, etc., etc. Évidemment, les combos qui vous font marquer le plus de points sont les plus difficiles à réaliser. Et les combos qui sont évidents, comptez pas non plus dessus pour gagner la partie. Ça peut vous permettre de faire un petit matelas de points, mais pas plus que ça. Dernière mécanique qui est un petit peu sympa, en début de partie, vous allez commencer avec une grotte. Il y a certaines cartes qui vous disent de mettre des cartes dans votre grotte, un peu comme ceci, finalement. Eh bien, les cartes de grotte en fin de partie, dans la grotte, ça vous fait marquer des points. Il y a une dernière chose que j'ai pas dit, les fameux arbres que vous allez poser, qui vont donc accueillir toutes les autres cartes. En eux-mêmes, ils peuvent vous faire gagner des points, ils peuvent vous faire gagner des bonus, mais en plus de ça, à chaque fois que quelqu'un va jouer un arbre, ça va rajouter une carte ici dans la ligne. Et ici dans la ligne, quand il y a 10 cartes, on termine l'action en cours et on vire tout. Et il faudra à nouveau mettre des cartes. Donc là aussi, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'attendez pas trop. Il y a vraiment une gestion du timing. Voilà donc pour Forêt Mixte qu'on attendait beaucoup en fin d'année. J'ai entendu les gens à droite, à gauche qui disaient potentiel as d'or. Pourquoi pas? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas pour un jeu familial, un peu joueur mais pas expert, il a vraiment sa place. On va décaler par ici, hop là. On retrouve la gamme
millénaire, illustré par Pedro Soto, par Ori Games en France et initialement par Looping Games, me semble-t-il, avec 1920 Wall Street par Perpo Listocel. J'ai pas trop de mal avec les noms étrangers d'habitude, mais là, je me suis fait avoir sur ce coup-là. 2 à 5 personnes, 45 minutes de temps de jeu, je pense qu'on est vraiment là-dedans. À partir de 12 ans, là aussi, on est sur un jeu initié, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du gros expert, on n'est pas sur un jeu familial hyper accessible comme un Skyjo, c'est certain. La thématique, c'est celle, alors pas vraiment du crack boursier, mais plutôt de la première fois où la bourse états-unienne s'est stoppée, historiquement. On va donc jouer des gros capitalistes, puisqu'on aime ça, Alex. Que va-t-on faire? Eh ben on va faire de l'argent, mais c'est pas tant l'argent qui nous fait gagner des points, en fait, si, un petit peu. Hein. Mais surtout, le but, ça va être de... Je vais remettre ça plus haut, je pense que ce sera plus à l'aise pour toi, finalement. Le but, ça va être de récupérer des titres boursiers, et de faire en sorte que ces titres, ils vous fassent marquer le plus possible de points. Tu es en train de te faire attaquer par un moustique. Exactement. Hop là, si la caméra vibre, c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, on est bon. Il va te attaquer ou moi très prochainement, il est en train de te tourner autour. Très bien. Comment va-t-on jouer? On va avoir une zone ici où on va déplacer nos petits meeples qui sont des têtes de monsieur avec des moustaches et des chapeaux. Je vous avais dit qu'on jouait des capitalistes, on est vraiment tout à fait sur le stéréotype. On va pouvoir se déplacer de case en case en fait, hein. Donc ce sont des lieux dans lesquels il y a des cartes. Ça peut être des cartes seules, ça peut être des lots de cartes. Ultérieurement, on va créer des lots de cartes qui peuvent être intéressants, mais forcément un petit peu plus chers. Et on va dépenser de l'argent pour récupérer ces cartes. Alors l'argent que vous dépensez, il est en 2 types d'argent. Vous allez avoir les liquidités sonnantes et trébuchantes, les petites pièces alors en carton que vous allez dépenser, mais quand elles sont dépensées, elles ne reviennent pas forcément. Hein. Et vous allez avoir un capital. C'est une petite carte devant vous qui vous dit, bah voilà, vous avez un capital de 5. Et à ce tour-ci, vous pouvez dépenser 5. C'est un peu comme l'argent à Seven Wonders. Hein. Et il est imprimé et à mon tour, j'ai tant. Okay. Après, si je veux mon stick, je vais pouvoir ajouter des petites liquidités. Si je dois payer 7, bah, je vais rajouter 2 liquidités si j'en ai. Pour acheter des cartes, ces cartes, elles existent en plusieurs types. Il va y avoir des cartes que, quand vous l'achetez, elles vont vous faire gagner des points en fin de partie. Ça, c'est plutôt sympa. Elles vont également influencer sur le cours de la bourse. Il y a 4 types de titres, ces 4 matériaux, je ne sais pas trop comment dire. Il va y avoir le maïs, il va y avoir le coton, il va y avoir l'acier, il va y avoir le pétrole. Okay. Ce sont des petits cubes comme ça qui vont monter, descendre, des petits curseurs sur la bourse ici. Autre type de carte que nous allons avoir les fameux titres. Je vais pouvoir acheter des titres de coton, admettons. Très bien. Il y en a qui sont plus rares, il y en a qui sont plus faciles à trouver. Si on a les plus faciles à trouver, il faudra en avoir plus pour les valider. Et les plus rares, il faudra en avoir beaucoup moins. Pourquoi je dis valider? Eh bien parce que tant que vous n'avez pas atteint tant de titres de pétrole, par exemple, bah vos titres, ils valent rien du tout. Nada, copec, rien. Donc il va falloir essayer de compléter vos collections. Ça sert à rien d'essayer de se diversifier dans tous les sens. Si, ça peut potentiellement vous faire des points, mais si vous n'avez pas votre bon nombre de titres, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va être la fin de la partie. Puisque historiquement, en 1920 à Wall Street, eh bien, il y a eu un attentat terroriste qui a été assez catastrophique d'ailleurs, et qui a fait arrêter la bourse pour la première fois. Et donc quand la bourse s'arrête, on va voir combien valent vos titres par rapport, ici, au petit curseur. Okay. Plus votre argent. Ça, c'est un peu le scoring de base. Mais, et ça c'est vraiment très très cool, il y a 3 manières de scorer. Et en fin de partie, il n'y en a qu'une seule qui va se déclencher. Vous ne savez pas forcément laquelle, mais vous allez pouvoir influencer le déclenchement de cette fin de partie selon ce que vous faites et bien sûr ce que font les autres joueurs. Puisqu'en fait, quand on joue des actions à intervalles réguliers, ce qui peut se passer, c'est que vous allez défausser des cartes et ces cartes, vous allez choisir de les défausser dans l'une des 3 défausses. Et chacune de ces 3 défausses est liée à un scoring, une variation de scoring de fin de partie. Et quand il va y avoir le crack boursier, en fait le crack, l'explosion, parce que le crack, je crois que c'est encore un autre épisode historique. Okay. C'est pour ça que j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, parce que j'y connais pas grand-chose. Toujours aussi précis en histoire, oui. N'est-ce pas? Et donc quand il va y avoir la fin de partie, on va regarder dans quelle zone il y a le plus de symboles. Je crois que c'est les symboles de petites bombes. Et ça va être cette zone qui va créer donc le scoring optionnel, la variation de scoring. Il y en a une qui vous dit par exemple, vos petites pièces, ça sert à rien. Ou il y en a qui vous dit, les petits titres là, maintenant il vous en faut plus que prévu. Ah ouais, mais moi j'avais tout pile ce qu'il fallait. Du coup, je suis pas bien du tout. Et ça, je trouve ça trop malin. Je trouve ça trop malin. Parce que
tout le long du jeu, vous allez influencer petit comme ça dans l'ombre pour essayer de tirer la couverture à vous finalement. Et alors, ce que j'ai pas dit, c'est pour déplacer, pour vous déplacer d'un lieu à d'autre, aussi dépenser de l'argent. Mais plus vous voulez vous déplacer loin, plus ça va vous coûter de l'argent. Il y a une zone qui définit le sens dans lequel on tourne. Okay. Vous allez pouvoir mettre des pièces dessus pour essayer de changer, enfin pour simplement changer le sens dans lequel nos meeples vont tourner. Et si vous tombez avec votre meeple sur cette zone-là, vous allez récupérer tout l'argent que les autres joueurs ont mis. Okay. Ça me fait penser quand même à... Alors, vous allez trouver ça complètement tiré par les cheveux, mais moi, Alex, ça m'a fait penser un petit peu à Iki, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre de jeu où il y a une interaction qui est très très forte entre les joueurs, mais c'est pas une interaction de « tiens, prends ça dans ta face ». C'est une interaction très fine, très indirecte et pourtant intrinsèque. Dès que vous faites quelque chose, ça va influencer sur le jeu des autres et inversement. Bon, voilà, je suis assez chaud sur tous les jeux que je viens de présenter. Oui, les jeux capitalistes, t'aimes bien. Les jeux capitalistes, c'est rigolo, les amis. Se faire de l'argent sur le dos des autres et leur faire du mal dans la vraie vie, c'est pas très très cool. Quand c'est imaginaire, il faut en profiter. Et cette gamme, la gamme millénaire, je la trouve vraiment très bien foutue. Et je vais terminer là-dessus. Il va y avoir en fin d'année ou début 2024, je sais plus trop exactement dans le timing, mais n'hésitez pas à me demander parce qu'on a l'info sur l'ordi, une autre boîte de la gamme qui s'appelle Méliès. Oui, Méliès, la personne qui a des pionniers du cinéma, 1903 ou 1902 Méliès, on va faire des films en noir et blanc et les coloriser. Alors, en termes de méca, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais alors, la thématique, une fois de plus, donne très envie. Allez hop, on passe à la suite. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse, je suis super content car on vient de recevoir Humanity, un jeu de chez Bombix, et oui, c'est très étrange parce qu'en général, Bombix, ils sont plutôt dans les jeux un peu familiaux initiés. On a eu Knar récemment, on avait eu Codex Naturalis, on avait eu boîtes. Abyss Conspiracy, donc c'est vraiment des jeux très accessibles. Là, ils arrivent avec une boîte assez remplie, vraiment très très bien remplie et surtout très très bien éditée. Je vous dis que c'est un jeu de Johan Levé, illustré par Fred Augis, Paul Chadesson, Pierre Lazarevic et Rémi Paul. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est expert, donc c'est 14 ans et plus. Et on va compter... peut-être pas 1 heure par joueur, mais on en est entre une demi-heure, au moins une demi-heure par joueur. C'est un jeu qui thématiquement est très très puissant, puisqu'en fait toutes les illustrations et tout le détail des règles, j'aurais dû vous montrer les règles, parce qu'en plus les règles sont en dur. Donc c'est vraiment des règles en fait dans lesquelles... C'est un bouquin. Hein. C'est un bouquin, voilà. C'est vraiment, vous avez en plus vous avez une préface qui est rédigée par pas un astronome, je vais pas dire de bêtises, mais c'est rédigé par quelqu'un qui travaille à la NASA, si je dis pas de bêtises. Un astrophysicien, je pense. Astrophysicien, voilà, ça doit être ça. Il y a une préface qui est rédigée par quelqu'un, une histoire sur les différents astronautes de pourquoi, par exemple, là vous avez Yuko, mais quel est aussi un peu son pitch à elle. Vous avez également donc, les règles à l'intérieur, et vous allez avoir un matos, mais incroyable, franchement ça foisonne de tous les sens. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. Je n'ai pas tout mis parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai mis l'essentiel. Vous avez ces petites figurines évidemment qui sont dans le jeu, vous avez ces petites tuiles de science, ces petites tuiles qui sont faites des tuiles de base, et en fait, vous êtes en 2073, et vous devez construire une base sur Titan, qui est une planète qu'on a découverte, hein. Et du coup, cette base-là, vous devez l'agencer de façon à ce qu'elle puisse accueillir des scientifiques pour élaborer en fait trouver des ressources, essayer d'amener la vie après sur Titan. Donc, je crois que c'est une lune. C'est une lune, ok, merci beaucoup. Comme ça, on l'aura pas dans les commentaires. Ouais, merci beaucoup. Mais dites-nous dans les commentaires de quelle planète est-ce que c'est la Lune. Voilà, le référencement YouTube, tout ça. Merci beaucoup. Donc on va avoir déjà dans le matos un plateau principal sur lequel il y a plein de petites tuiles comme ça de base, et puis des tuiles comme ça d'expérience plus au centre du plateau. Vous allez avoir donc d'ailleurs ce petit plateau se pivote, vous verrez à quoi ça sert. Hop, vous avez chacun des joueurs 3 astronautes qui sont ici, avec des petits jetons dessus pour indiquer la force des astronautes. Vous allez avoir aussi un plateau qui est divisé ici en 2, avec ici une piste pour marquer les points que vous aurez en cours de partie, et ici une piste de science qui vous permettra aussi, ce sera un moyen d'engranger des points, mais qui va se réinitialiser à chaque fin de manche. Et ici, vous avez votre plateau entre guillemets personnel, c'est votre base à vous hein, sur Titan. Vous allez avoir 2 zones ici qui sont pas très intéressantes, c'est vraiment des débris en fait, hein, c'est des éléments naturels qu'on va essayer d'enlever pour faire de la place. Et là, vous avez 3 bases qui sont contour orange pour représenter les 3 ressources de base, qui sont la nature, l'azote et j'ai oublié l'autre.
Alors, j'en oublie un. C'est les animaux, c'est les insectes. C'est les insectes pour manger. Voilà, la nourriture. L'azote et l'hydrogène. Merci, ça va être ça. L'hydrogène et puis l'azote. Je crois que c'est un truc comme ça. On dit probablement une bêtise, mais enfin, vous avez l'idée. Vous avez les ressources qui sont ici. Le petit insecte marron, le petit symbole dans le gris. Molécule, ici, on va dire. Voilà, la petite molécule dans Voilà, le gris. vous voyez ici, notre pour le jet. niveau de maîtrise du sujet une fois Il y a de beaucoup plus de choses en fait. astrophysique. Je m'attarde pas trop sur la thématique, même si elle est très forte, notamment dans les détails du plateau, ça foisonne énormément parce que la thématique est très travaillée. Mais vous verrez que les mécaniques sont aussi très originales. Et donc votre plateau est constitué comme ceci. Vous avez un paravent également pour cacher des petits points de victoire, vous gagnez en fin de partie. Et notamment un petit rappel de ce qui vous fait gagner des points. Un petit rappel qui n'est pas négligeable. Comment fonctionne une partie de Humanity? En fait, dans Humanity, vous allez faire une succession de tours et lorsque vous devez remplir de tuiles le plateau et que vous ne pouvez plus le faire, vous allez passer à l'année 2. Et à l'année 2, vous allez prendre les tuiles de l'année 2 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous videz l'année 2, vous passez à l'année 3 et quand l'année 3, les tuiles de l'année 3 sont vides, et bah du coup, vous allez du coup compter les points et celui qui a le plus de points l'emporte. Je disais que les années, en fait, donc ces 3 années, on fait une succession de tours jusqu'à vider une tuile. Donc comment se passe un tour de jeu? C'est pas très compliqué. Vous avez à votre tour de jeu une action à faire, on va dire parmi 2 en fait. Oui, en gros, c'est ça. Hein. La première action, ça va être d'utiliser vos astronautes qui sont dans votre base et d'utiliser notamment leur force. Donc quand je vais utiliser un astronaute dans la force, enfin pour sa force, ce sera pour notamment activer des bâtiments. Quand je veux utiliser un astronaute, ce que je fais, c'est que je le prends ici, je le pivote vers le haut pour montrer que je l'utilise. Et ici, comme je vous le disais, le petit marqueur blanc ici, suivi du chiffre, c'est la force. C'est-à-dire que lui, il a une force de 2, donc je peux répartir la force de 2 sur toutes mes tuiles. Pour marquer ici que j'ai une ressource de ce type-là, bah, j'ai bien en face de moi le 1, donc j'ai bien une ressource. On voit qu'il y a toujours le petit picot ici, blanc, qui symbolise la force, c'est-à-dire que pour 1 de force, je peux gagner une ressource, donc je le pivote de façon à marquer 2. Maintenant, j'ai 2 ressources, grâce à sa force à lui. J'avais 2 de force, j'en ai dépensé 1 pour accroître cette ressource, je peux l'utiliser également pour accroître celle-ci. Tout simplement. Donc ça vous permet visuellement de marquer les ressources. Et vous voyez que la tuile elle a 4 côtés, ça va de 0 à 3, donc quand vous êtes à 3, c'est le maximum. Il faut savoir que ça ce sont des ressources principales et que le jeu va évoluer. Et vous aurez un rappel ici pour vous indiquer en fait que les ressources principales pourront se transformer à coup de 3 en ressources améliorées. Et vous verrez plus tard qu'il y a des tuiles qui vous donnent immédiatement des ressources améliorées. Je pense que je dois en avoir une normalement par ici. C'est pas le cas, mais ça existe. Vous avez des tuiles qui vous permettront de gagner des ressources améliorées immédiatement. Donc ça, c'est une première action, c'est d'utiliser la force de vos personnages sur votre base. Vous aurez la possibilité avec la force aussi de détruire ces éléments de décor en fait. Et quand ils seront détruits, notamment vous allez gagner de la science et surtout vous allez virer cette tuile-là. Toute cette nature-là, on n'aime pas la nature, on veut mettre de la civilisation à la place. Et ça vous permettra justement de gagner de la place. Pourquoi? Pour mettre des bâtiments. Oui. La science, j'y reviendrai plus tard pour vous indiquer à quoi ça sert et surtout comment on la gagne autre qu'avec ces éléments-là. L'autre action, vous prenez un astronaute et vous allez le placer autour de la base qui est ici, pour récupérer justement ces petites tuiles. Si je le place ici, je le place en face de cette tuile-là, donc je peux récupérer cette tuile-là. Cette tuile-là, première chose, elle a une couleur, donc les couleurs en fait vont avoir un impact durant la partie, vous verrez, il y a les bleus, les oranges, les violettes et les vertes, entre autres. Et ici, vous avez le coût de la tuile. Donc si je veux acheter cette tuile-là, il faut que je dépense 3 de ce symbole-là, donc 3 petites... je crois que c'est 3 d'azote, mais je suis pas 3 d'azote, on va dire que c'est de l'azote, donc 3 d'azote, pour récupérer cette tuile-là. D'ailleurs, je vous disais, vous voyez, cette tuile-là est intéressante parce qu'elle me fournit une ressource transformée en fait de l'azote. Vous voyez, 3 azotes, ça vaut ça. Et du coup, ça maintenant, je peux l'avoir immédiatement avec 2 de force, puisqu'on voit 2 pictos. Donc cette tuile-là, si je la veux, je paye les ressources, et je la prends, et je vais la placer sur ma base, mais je la place pas n'importe où. On pourrait dire, tiens, j'ai envie de la mettre là parce que ça m'arrange. Oui, mais non, parce que d'où vient mon astronaute? Il vient ici. Donc la base, quand il la construit, il va la construire de là où il vient. Donc ça déjà, c'est un peu brainy parce qu'en fait, quand vous allez récupérer des astronautes, et vous verrez quand est-ce que vous les récupérez, vous allez les ramener à différents endroits. Et on vous dit, où est-ce que vous voulez poser votre astronaute? Soit là, soit là, soit là, toujours adjacent à une tuile. Mais du coup, il faut savoir anticiper parce que là où votre astronaute partira pour construire, il va construire de là où il vient. Donc ça déjà, c'est assez brainy, c'est assez tactique. Je peux éventuellement, comme autre action, plutôt que d'acheter une tuile, ce serait d'acheter en fait une tuile certes, mais une tuile de science en fait. Ces tuiles-là, pareil, ont un coût et vont avoir également plusieurs gains. Le premier gain qu'on va avoir, c'est celui qui est affiché, donc de la science et un petit pouvoir spécial que je ne vais pas vous expliquer parce que ce serait rentrer trop dans le détail, mais ça c'est des pouvoirs très très intéressants, vous verrez pour la mécanique plus tard que j'expliquerai. Là, on va gagner de la science. La science, ça se représente sur ce plateau-là.
Et quand je gagne de la science, mettons je suis joueur rose, bah du coup j'avance mon marqueur de science. Vous voyez en fait qu'ici il y a des paliers. Et quand vous allez les dépasser, bah en fait vous les gagnerez à la fin de la manche. C'est-à-dire qu'à la fin de la manche, quand on aura épuisé toutes les tuiles et qu'on doit passer à l'année 2, à la fin du coup de l'année, vous allez regarder le palier que vous aurez atteint et vous allez gagner autant de science en fait, donc de points de victoire en fait, que de paliers que vous aurez atteint. Donc là, plus, voilà, plus 1 par joueur qui est derrière vous. Et ça, c'est fort. Donc ça c'est plutôt fort et c'est là où du coup le système et l'interaction est très fort. Le système de course comme ça va être assez puissant. L'autre manière ici, c'est que là en fait il y a plusieurs tuiles qui ont différentes formes et lorsque vous allez connecter des tuiles de forme du coup, alors celle-ci c'est pas la bonne, ça voilà, je voulais un début. Ouais, c'est des Donc là, sets, c'est des collections. Voilà, c'est des sets en plus qui sont représentés ici, mais c'est un set en fait de 3 parties. Donc vous pouvez en acheter autant que vous voulez, on peut très bien avoir 2 fins, hein, mais c'est juste que c'est 2 lots différents. C'est ça. Mais lorsque j'ai un lot entier comme ça, lors de la première connexion en fait je vais gagner un point de victoire. Le premier me rapporte rien, le deuxième rapporte un point de victoire sous forme de jeton, donc comme ceci. Hop, je peux le mettre dessus d'ailleurs. Les fameux. Ces petits jetons-là. Oui, alors la science, on cache derrière le paravent, C'est ça. et ceux-là, ils sont visibles. Exactement. Donc il y a des points de victoire et des points de science qui sont un peu similaires, mais vous verrez, c'est un peu différent. Et ensuite, quand je vais le connecter une troisième fois, je vais gagner 2 points de victoire. Et donc du coup, créer comme ça un ensemble de 3 lots, un lot de science, en fait, ça vous fait 3 points de victoire, en plus des gains de science que vous aurez récupérés grâce à ces tuiles-là. Donc les 3 actions, je récapitule. Utiliser la force dans la base. Envoyer un astronaute, attention, on envoie un astronaute à condition qu'il n'a pas travaillé dans la base, hein. Cet astronaute-là, il a travaillé, je ne peux pas l'envoyer. Donc l'envoyer pour récupérer une tuile ici ou pour récupérer de la science. Une fois qu'on aura joué chacun notre tour, hein, donc dès qu'un joueur en fait ne peut plus jouer ou ne veut plus jouer, bah dans ce cas-là, il passe son tour, les autres joueurs ils continuent. Et dès que tous les joueurs ont passé, on va regarder un peu plus ce qui se passe sur le plateau et on va réinitialiser pour la prochaine manche, entre guillemets, le plateau. Ce qui passe là, en fait, c'est que vous avez des emplacements qui sont vides. On va juste avant tourner les différentes tuiles de façon à ce qu'elles se décalent toutes. Les 2 tuiles qui étaient là, au cas où, donc celle-ci par exemple qui était ici, j'avais pas besoin de la retourner parce que là vous voyez qu'il y a 2 petites croix. Elles disparaissent. En fait elles disparaissent quoi qu'il arrive, donc elles sont défaussées. On décale les tuiles qui sont un peu plus loin que ces 2-ci, et ensuite on tourne ça. Et vous allez me dire, waouh, c'est génial, ça tourne. Oui, mais c'est pas trop l'intérêt du plateau. Le fait que ça tourne, c'est que cette petite aiguille-là, en fait, elle va dépasser les astronautes que vous aurez envoyés. Mettons qu'on soit dans cette situation-là, c'est très bien. Voilà, hop. Donc là, on a mon astronaute qui est là, on a celui du joueur vert, du joueur bleu, et on a le mien ici. L'aiguille va du coup dépasser les astronautes, et tous les astronautes qui auront été dépassés par cette aiguille-là vont être renvoyés dans la base de leur propriétaire. Donc moi, je récupère celui-ci, et je le place, rappelez-vous, où vous souhaitez, mais anticipé par rapport à la construction. Je pourrais le placer ici parce que je le souhaite. Voilà. Je rappelle que c'est que ceux qui ont été dépassés. Celui-ci, malheureusement, il est bloqué. C'est-à-dire que du coup, là, je suis en face. Tu vas devoir attendre un peu plus. Je vais devoir attendre encore un prochain tour. Une fois qu'on a fait ça, les tuiles restent ici. On récupère des tuiles de l'année en cours. Hop. Si jamais c'est vide, on passe à l'année 2, tout simplement. Et on enchaîne, et ainsi de suite. Donc les tours sont relativement rapides, sachant qu'à une fin de manche, je rappelle, on fait le décompte ici des points de science. Et une fois que les points de science ont été calculés, hop, on revient à 0 et on repart pour une nouvelle année. Alors, des petites choses vont se rajouter, notamment sur les tuiles. Vous avez ici un moyen d'améliorer la force de vos astronautes. Vos astronautes, elle est force de 2, mais elle pourra être améliorée en 3, puis en 4. Comment on fait ça? C'est très simple. Lorsque je vais placer une tuile qui va former un carré de tuiles comme ceci, je vais déjà gagner un point de victoire pour avoir fait une belle optimisation, c'est un beau carré. Mais sur votre paravent, c'est rappelé que si vous avez un ensemble de 4 tuiles qui comportent au moins 2 couleurs différentes, vous allez pouvoir améliorer l'un de vos astronautes de 1. Donc dans cet exemple-là, par exemple, si je fais ceci, c'est malheureux parce que, non, pas ça. Non, ça c'est bien, ça c'est pas mal. C'est pas ouf du coup. Donc si jamais vous avez au moins 2 tuiles différentes, et du coup, vous pouvez récupérer. C'est dans ce cas-là, pardon, si jamais j'ai 3 tuiles différentes, voilà, ça ne marche pas parce que du coup, il vous faut 2 tuiles ou inférieures. Hop. Donc ça, c'est si jamais vous allez... Voilà, c'est-à-dire que si tu n'as qu'une couleur ou 2, c'est bon. Voilà, si jamais il y a plus, pas bon. Ça ne marche pas. Donc il faut essayer de faire le plus de similitude entre les tuiles. Sauf que souvent, vous avez envie de vous diversifier. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes tuiles, dont je parlais notamment par rapport aux couleurs. Ça va être les violettes et les vertes. Les vertes, ce sont des jardins. Il y a 3 jardins différents.
de formes différentes. Vous voyez, celui-ci il est carré comme ceci, celui-ci il est plutôt orthogonal, ou carré, je ne sais pas du tout. Là je dirais que c'est plutôt un rectangle, là c'est un carré. Donc ils ont des formes vraiment différentes, il y a 3 formes à chaque fois. Et à chaque fois que vous allez mettre des jardins de différentes formes adjacents, vous allez marquer des points. Donc ça c'est un moyen aussi de marquer des points de manière assez croissante. Les tuiles violettes vous font des points en fonction des couleurs qui seront adjacentes à celle-ci durant la partie. Donc si jamais je connecte cette tuile violette ici, là je vais marquer 3 points de science parce qu'elle est à côté d'une tuile bleue. Mais il existe aussi des connexions pour les tuiles vertes, les tuiles oranges, etc. Si jamais plus tard dans la partie je mets une tuile bleue ici, de nouveau ça fait une connexion de la bonne couleur, donc je remarque 3 points de science. Vraiment les violettes servent essentiellement à marquer de la science. Il y a d'autres tuiles qui vous permettront justement, comme celle-ci, vous voyez, d'avoir plus de flexibilité sur les ressources parce que cette tuile-là, en fait, m'octroie une ressource de mon choix parmi les deux qui sont ici. C'est méga pratique. Ça donne plus de pas gagner de points, mais c'est méga pratique. L'autre point important, ça va être les objectifs que vous avez ici. Vous avez des petites tuiles ici qui représentent des objectifs. Et lorsque vous réalisez cet objectif-là dans votre base, donc là par exemple, je vous explique, savoir 4 tuiles bleues ou plus dans votre base, vous récupérez cette tuile ainsi que ce petit pion science que vous mettez derrière votre paravent et vous marquez immédiatement les 3 points qui sont là. Attention, cette tuile elle est devant vous. Si jamais un joueur remplit la condition mieux que vous, entre guillemets, donc plus que vous, il va récupérer la tuile, vous gardez quand même votre pion de science ici derrière le paravent, mais au moins il récupère les 3 points et vous les perdez. Donc ça c'est des trucs aussi qu'on peut se battre, Là c'est récupérer, par exemple là c'est avoir 4 tuiles oranges adjacentes entre elles, 4 ou plus, et là c'est avoir 3 tuiles violettes par exemple. Ok. Je pense que j'ai tu as fait le tour. Qui est le jeu, et en soi vous allez voir qu'il y a un tempo qui est très intéressant par rapport aux tuiles que vous cherchez à atteindre, par rapport à celles qui vont partir et qui vont déclencher une espèce de tour qui va soit vous débloquer des ouvriers, soit vous en retirer pendant un court instant. Ça peut être très long si jamais vous partez trop loin. Donc il faut bien gérer ces actions, anticiper beaucoup le fait que quand vous allez récupérer votre ouvrier, il faudra le placer à un endroit intéressant lorsque vous allez récupérer une tuile qui va se placer à tel endroit. C'est vraiment, ça joue sur plusieurs plans. Et vous verrez que la 3e année, c'est la plus accessible parce qu'en fait, ça coûte très cher, mais c'est ce qui rapporte le plus de points de victoire. On est vraiment sur une année où on se dit, ok, là, j'ai carburé, j'ai créé mon système de ressources, maintenant je carbure et j'achète le maximum de tuiles pour avoir le plus de points. Voilà pour Humanity, j'espère que ça vous a autant donné envie que moi, parce que rien que d'en parler, j'ai déjà envie de refaire des parties. Il est disponible sur BGA, je vous conseille d'y jouer. C'est un peu compliqué parce que tout est un peu automatisé. Il y a beaucoup d'informations, effectivement. Il y a beaucoup d'infos sur les tuiles, mais c'est franchement une très bonne expérience de jeu, honnêtement. Ouais. Et là, Bombix fait très fort avec un premier jeu expert, j'entends, parce que je ne me souviens pas d'un jeu expert chez Bombix. Et là, je trouve ils arrivent avec du lourd. On va enchaîner avec, toujours de l'expert, parce que j'adore ça. Alors attends, ce qu'on va faire. Hop. Pardon. C'est que je vais sauver un peu ce pauvre dos. Très bien. Hop là. Et tac, je mets sur le trépied. Tu es bien là? Pour moi, ça change pas grand chose. Enfin, pour vous, ça change pas grand chose. Oui. En regardant la vidéo, mais pour moi, ça change tout. Voilà. Je suis cadré? Tu es parfaitement cadré. C'est parfait. Tu restes derrière au cas où. Je reste dans le coin au cas où. Donc, on a reçu Amalfi, qui est aussi un jeu expert. Amalfi Renaissance. C'est un jeu de Takeo Yamada. C'est illustré par Urabe Rochinante. Je ne sais pas comment on dit. C'est un jeu de chez Silex, c'est distribué par Asmodée. C'est un jeu qui va donc être destiné pour les joueurs avertis, donc plutôt 14 ans et plus comme d'habitude. Un jeu qui va avoisiner pareil les 2 heures, ça va dépendre du nombre de joueurs, parce qu'ici on peut jouer de 1 jusqu'à 4, il y a un mode solo. Et ici, je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail, mais vous allez avoir un jeu essentiellement pas vraiment de pick and delivery, il faudra effectivement réaliser des objectifs. En fait, vous allez avoir 4 manches que vous allez jouer. Un petit peu comme Humanity, c'est une succession de tours. Au bout d'un moment, les joueurs ne peuvent plus jouer ou ne veulent plus jouer. Dans ce cas-là, on met fin à la manche. On va regarder la condition qui est définie par une tuile qui vous indique sur quoi on va scorer. Et une fois qu'on l'a scoré, on retourne la tuile, on passe à l'année suivante, etc. jusqu'à atteindre les 4 années. Celui qui a le plus de points à la fin des 4 années l'emporte. À votre tour de jeu, donc, vous allez avoir plusieurs actions à faire. Ça peut être notamment d'aller poser des phares à différents endroits. Vous verrez que c'est intéressant, notamment quand les autres joueurs y vont avec leur bateau. Envoyer des bateaux notamment sur différents lieux pour gagner des ressources, recruter des personnages que vous allez récupérer d'abord en main, puis ensuite les jouer devant vous. Il y aura des effets immédiats, des effets permanents, des effets de fin de partie pour marquer des points, etc. Et vous aurez la possibilité aussi d'acquérir des tuiles ici pour pouvoir justement les mettre sur le côté de votre plateau, et ce seront des tuiles qui vous appartiennent et donc du coup personne ne pourra les utiliser à part vous. Ce qui est intéressant, c'est le plateau personnel. J'ai trouvé cette mécanique pas mal parce qu'en fait, vous allez avoir un plateau sur lequel il y a 3 emplacements pour vos bateaux. Il y a un emplacement tout en bas, en fait, techniquement, c'est les phares et c'est votre jauge de pain. Le pain, c'est vraiment la ressource de base, c'est un peu la monnaie du jeu. Au-dessus, vous avez votre port et au-dessus, vous avez la baie. Et en fait, vos bateaux, au-dessus de la baie, il y a des emplacements de ressources. C'est ce qu'on peut voir ici.
Et donc là, il y a du bois, il y a du tissu, il y a plein de ressources différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mon tour, quand je vais naviguer, par exemple, je vais prendre un de mes bateaux qui est sur la baie et je vais l'envoyer sur un lieu qui va me dire, bah là, tu as le droit de faire ci. Par exemple, tu vas gagner du bois. Donc tu vas mettre 2 bateaux dans le bois. Et donc le bois, en fait, si on ne le voit pas ici, mais il a un ratio de 3. Et donc en mettant 2 bateaux dans le bois, ça veut dire que mes bateaux, bah, ils ont chacun 3 bois. Donc en fait, j'ai 6 bois en tout. Et avec ce bois-là, je vais pouvoir acheter plein de choses, etc., remplir des conditions de points de victoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bateaux, ils viennent de la baie. Donc si j'ai plus de bateaux dans la baie, bah, je peux rien faire en fait. Il faut que j'en débloque. En débloquant des bateaux, ce qui est possible de faire, bah, mon plateau au début il est rempli, je vais en vider. Mais en vidant mon plateau de bateau, bah, du coup, le pain devient très important parce qu'en fait, ce sera un coût à payer. Plus vous avez de bateaux en mer, bah, plus il faut donner de la nourriture. Donc il faut gérer ce côté un peu de board building, en fait, où on va essayer justement de virer des éléments de son plateau pour essayer d'avoir plus de présence, mais le problème c'est que tout a un coût. Notamment, votre pain peut se stocker jusqu'à 6 et placer des phares vous permet d'augmenter cette quantité de stockage en fait, du pain. Je vais pas m'attarder plus là-dessus. Le dernier point qui est important, je trouve qui est cool, c'est que ces tuiles qui sont là, vous n'êtes pas obligé de les récupérer. Comme pour les personnages, ceux que vous prenez le plus à droite sont moins chers et vous donnent même un petit bonus en plus pour les avoir récupérés. Mais les personnages qui ne sont pas pris sont défaussés à la fin d'une année. Et notamment les tuiles qui sont ici, en fait la plus à droite, elle va remonter ici. Et ensuite à la deuxième année, la tuile la plus à droite va remonter ici. Et en fait ça devient des actions qui sont disponibles pour tout le monde. Donc le jeu, en fait le plateau évolue en même temps que vous allez jouer avec les autres joueurs. Mais s'il y a une tuile que vous voulez absolument récupérer parce que vous trouvez son gain très intéressant et que personne ne devrait en profiter, et bien dans ce cas-là, vous la récupérez et elle sera uniquement à vous. Voilà en gros pour Amalfi. Waouh! Jeu qui, en tout cas moi, si jamais vous l'achetez ce jeu, sachez que vous avez gagné un joueur parce qu'en fait, moi je suis beaucoup hypé par les jeux comme ça un peu d'experts de gestion de ressources où la ressource n'est pas matérialisée, elle est vraiment conçue sur ce pion va là et comme tu vas là, tu attends. Mais c'est ce pion-là qui vaut ça en fait. Et je trouve ça intéressant parce que ça vous donne toujours une dimension de la gestion de ressources qui devient un peu différente et notamment vos bateaux vous servent à plusieurs choses, à représenter les ressources mais aussi à naviguer. Et ouais, ça crée tout un tas de petits dilemmes. Mais c'est ça, c'est plein de petits dilemmes intéressants Okay. et je ne trouve pas le jeu non plus extrêmement compliqué, mais il y a une charge d'information qui fait qu'il est plutôt dans du jeu expert. Maintenant, on part sur du léger. Ah là, on part sur alors j'allais dire du très léger, comme si c'était extrêmement léger. Non, c'est un jeu qui va rester très stratégique, mais l'avantage c'est que par sa thématique, qui est vraiment très cool, par ses illustrations, ça va être très familial et pour le coup, des gens qui vont trouver par exemple Seven Wonders trop complexe, je vous conseille vraiment de découvrir Medieval Academy parce que c'est une réédition, c'est une proposition qui avait été faite par Blue Cocker, c'est toujours Blue Cocker d'ailleurs, mais il y a longtemps, c'est Medieval Academy, ça doit avoir peut-être 15 ans, au moins. Et avant, c'était les illustrations de Pierrot, pour ceux qui connaissent. Là, ça a totalement changé. L'illustrateur maintenant, ça va être Antoine Lano, donc c'est un jeu de Nicolas Poncin, et le mode solo a été travaillé par Alexis Allard, des Blue Cocker évidemment. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs pour le coup, à partir de 8 ans, donc très familial, et c'est une demi-heure les parties. C'est vraiment pas très compliqué, et je faisais la partie avec Seven Wonders tout à l'heure, parce qu'en fait, on a une mécanique ici de draft. Dans Medieval Academy, vous avez des cartes qui correspondent à des couleurs, et qui ont des valeurs dessus, qui vont marquer les progressions dans ces dites couleurs. Et les couleurs, en fait, elles représentent un chemin qui mène à l'académie en fait, de chevalier. Et donc du coup, nous, on va essayer, en tant qu'écuyer, de devenir chevalier. Et donc, on va progresser sur différentes pistes de différentes couleurs. Mais l'idée, c'est qu'on va drafter nos cartes. Et donc du coup, on va choisir une carte, donc c'est très bien pour le coup, là on a vraiment un super dos de boîte. On a des cartes en main, on va en choper une, on va passer le reste au voisin, donc dans la première manche de droite, puis dans la deuxième manche de gauche et ainsi de suite, jusqu'à avoir fini toutes les manches. Donc on va à chaque fois jouer des cartes, les drafter, et quand on va jouer nos cartes, en fait, on va pouvoir progresser sur des pistes. Alors évidemment, je ne rentre pas dans le détail de toutes les pistes, mais la plupart des pistes vous font marquer des points de victoire, mais d'autres, en fonction de votre position, vous fera gagner des points, ou alors ne vous en fera pas perdre, et fera perdre des points aux autres joueurs. Donc c'est vraiment un jeu où on progresse sur des pistes, on a moyen de marquer notre score avec des petits marqueurs de score qui sont très très bien fichus, et vous allez continuer comme ça. Une fois que vous avez fini une première manche, vous comptabilisez vos points en fonction de la position de votre piste, et ensuite vous allez relancer une deuxième manche jusqu'à faire 6 manches, et à la fin des 6 manches, celui qui a le plus de points à gagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va, comme tout jeu de draft, essayer d'avoir ces dilemmes, de dire ok, là, j'ai vraiment envie de progresser sur cette piste parce que je suis trop en retard. Le problème, c'est que
cette piste-là, là, tout ce que j'ai dans ma main, ça va vachement l'intéresser. Donc il faut mieux que je lui prive de ça et que je sais que sur la piste que je vais lui laisser, lui, il s'en fiche et du coup, elle risque de refaire un tour. C'est tout le problème en fait, enfin, c'est tous les dilemmes qu'offrent les jeux de draft, c'est qu'à chaque fois, vous aurez ce système de dire bah, je vais plutôt prendre ça parce que c'est plus rentable maintenant et je vais espérer qu'au prochain tour, je récupère ma carte. Normalement, les autres n'en voudront pas, mais peut-être qu'ils vont contrebalancer ça et du coup contrecarrer mes plans. Voilà pour Medieval Academy. Ça me fait plaisir quand même de le retrouver sous cette nouvelle illustration parce que je trouve qu'il a beaucoup plus de charme que l'ancien. Il y a des chats. Non pas que je n'aime pas les illustrations de Pierrot, bien au contraire, mais je trouve que là, il évoque beaucoup plus la... Il y a des chats. Oui, il y a des chats, mais il évoque beaucoup plus le côté aventure et le côté accessible du jeu. Et il y a des chats. Exactement. On enchaîne. Et recoucou, déjà je voulais dire, excusez-moi si je suis un petit peu brouillon dans mes explications, je suis un peu fatiguée et je le sens moi-même que des fois je fais... Voilà, donc pardonnez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas parfaite, je suis une simple humaine. Mais je sais que vous êtes tous bienveillants, donc je vais continuer avec Almost Innocent, distribué par Matago. Édité par Colossal Games, BFF Games, un jeu de déduction par Philippe Attali et magnifiquement illustré par Satoshi Matsura, qu'on connaît pour Hidden Leaders aussi, qui va bientôt revenir de chez Matago aussi. C'est pour combien de joueurs? Mais j'allais le dire, hein. Je veux savoir. 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans et pour 30 minutes de jeu. On avait déjà fait un focus dessus avec toi, Alex, je crois. Oui. Voilà, donc je vais essayer de rentrer un peu moins dans les détails parce que sinon c'est un peu redondant, mais quand même assez vous expliquer pour que vous compreniez le principe. C'est donc un jeu de déduction coopératif et parfaitement rejouable. Et oui, mes chers amis, déjà rien que ça, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. En voilà un. On va en plus avoir un petit mode de campagne légèrement narratif pour un peu rentrer dans le lore de ce jeu. Et après vous allez avoir des niveaux de difficulté bien évidemment qui vont grandissant et des règles qui vont s'ajouter, mais on vous conseille de commencer par l'acte 1, chapitre 1 en gros. Voilà, et après au fur et à mesure vous aurez, voyez, des petits chapitres 2, etc. Vous aurez un livret de campagne qui va vous inviter à des nouvelles mises en place, etc. etc. Tout est bien guidé. On est donc en coopération, nous sommes un groupe d'aventuriers magnifiquement classe ici et nous sommes entrés dans une taverne, ça se passe bien, on est en ville et le lendemain vous vous souvenez pas trop de ce qui s'est passé la veille, mais apparemment il y a eu un crime. Vous êtes des héros, on vous demande d'enquêter et vous, vous allez essayer de mettre en commun les bribes de souvenirs que vous avez de la veille pour essayer de trouver qui a été attaqué ou quoi ou qu'est-ce. Chacun va donc avoir sa petite ardoise et va piocher 4 petites cartes qui vont lui donner le crime commis, une preuve, une victime, la pauvre, et où. Dans des prochains settings, des prochains scénarios, vous aurez aussi des cartes de coupables qui vont s'ajouter. Donc moi j'en ai pioché un de chaque, ils sont tous en exemplaire unique, il n'y aura qu'une seule église dans le jeu, un seul sorcier maladroit, etc. Je vais les noter secrètement, parce que vous avez vu j'ai un magnifique paravent à ma couleur, sur ma petite ardoise, donc voilà, ma victime c'est le sorcier, l'incendie, etc., etc. Et après je vais aussi reporter sur mon ardoise la mise en place de cette grille, vous voyez, donc j'ai colorié en noir ces 2 trucs, celui-là, etc., etc. Ça c'est des cases en gros, on s'en servira pas. Voilà. Ensuite, je vais marquer des petits S quand je repère mes solutions, mes cartes à moi. Alors S, c'est ce qui est conseillé, vous marquez ce que vous voulez. Si vous voulez marquer prout pour dire que c'est votre indice, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, vous voyez, j'ai l'église, elle est ici. Ok, donc moi je marque ici, S. J'ai mon sorcier maladroit, il est ici, en C2. Donc C2, vous voyez, vous avez des petites coordonnées pour vous aider. Et une fois que chacun a mis en place sa petite ardoise secrètement, on va commencer à poser des questions. Ces questions-là, on va les retrouver un peu à la Hanabi parce qu'on a un certain nombre d'indices qui est ici imposé en fonction du scénario et du niveau de difficulté que vous avez choisi. Et à la fin de tous ces indices, chacun devra avoir trouvé ces 4 cartes en gros. Comment ça se passe ? Hop, vous avez ce magnifique paravent qui va même vous aider en fait. Vous allez répondre à ce joueur et noter les réponses du joueur à droite. Parce qu'en gros, c'est le voisin de droite qui a vos réponses de qui qui a tué, non, qui s'est fait attaquer par exemple. Et vous, là, ce que vous avez écrit là, c'est les solutions que vous allez donner au voisin de gauche,
qui lui, du coup, va vous poser les questions. Okay. Voilà, c'est un cercle. Donc en fait, vous n'interagissez directement qu'avec votre voisin de droite et de gauche, mais c'est hyper intéressant, on va le voir, par rapport aux indices qui vont profiter à tout le monde autour de la table. Donc, à votre tour, le joueur actif va choisir une loupe, et soit côté petit hashtag, soit côté couleur, il va la poser devant une ligne colonne en posant la question associée. S'il pose côté couleur, il va énoncer une couleur, donc ici il peut demander que lieu, objet ou victime, et il va demander du coup à son voisin de droite, ok, moi est-ce que mon lieu est dans cette colonne? Il a choisi lieu, il aurait pu dire est-ce que mon coupable, enfin ma victime est dans cette colonne. Okay. Voilà. Le voisin de droite donc va lui répondre en regardant sa petite ardoise et il a le droit de répondre que par oui ou non. Okay. En fonction du coup de sa réponse, je vais noter ce qui est intéressant ou pas. Par exemple, il me dit oui, ton lieu est bien dans cette colonne. Ah mais ça tombe bien, pourquoi j'ai posé cette question? Elle est très pertinente parce que regardez, ça c'est déjà un que je connais qui est celui d'à gauche et que personne d'autre n'aura. Donc lui, c'est forcément pas le mien. Et il n'y a qu'un seul autre lieu dans cette colonne, c'est celui-ci. Donc déjà, je sais que ça, ce sera mon lieu, c'est le petit moulin, par déduction. Prochain joueur, il va poser aussi une question, mais il ne pourra plus poser de questions dans la même colonne. J'ai oublié de dire le truc le plus important, pardon. J'ai marqué mes trucs. Et là, chacun notre tour autour de la table, on va répondre pour son voisin à cette même question. Ok, d'accord. Donc, mon voisin de droite, il m'a répondu à moi, mais il va poser cette question-là. Est-ce que moi, là-dedans, j'ai mon lieu? Et ils vont tous se répondre mutuellement. Donc, une question va servir à tout le monde. Une question pour le groupe. Exactement. En tout cas, il faut essayer de l'optimiser comme ça, un peu à la Hanabi. Ce qui est ici, c'était un bon exemple pour moi, mais pour les autres, bah, ça sert à rien parce qu'il n'y avait que 2 lieux, quoi. Donc j'ai un peu gaspillé une question indice pour pas grand chose. Donc voilà. Donc là, on refait. Une fois que tout le monde a fait le tour et a répondu à ma question, et ben le joueur d'après posera une nouvelle question. Il a bien évidemment pas le droit de re-questionner dans une colonne / ligne qui aura déjà eu une petite loupe devant. D'accord. Voilà, donc celle-là, la F, plus jamais il y a de questions dessus. L'autre type de question, autre que quel type de carte il y a à moi là-dedans, je peux demander combien en disant dans cette ligne, combien de cartes me concernent. Voilà, et en fonction, vous allez pouvoir marquer un petit chiffre là par exemple. Si on vous répond. Bah ça t'aide, c'est bien. Voilà, si on me répond 1, bon. En vrai, c'est pas super utile, mais j'ai quand même le noté. Parce que du coup, ça pourrait être soit celui-là, soit lui, soit lui. Mais bon, au moins, je sais que parmi là, il y en a un à moi, ça aurait pu être 0. Et chacun va continuer comme ça, et au fur et à mesure, vous allez un peu cocher, faire oui, peut-être, marquer oui, non. Il y a des conseils de comment prendre des notes, pour que ce soit plus clair, mais en vrai, chacun fait comme il veut pour que ce soit clair dans sa tête, quoi. Donc voilà, et une fois qu'on aura fini nos indices, et ben chacun notre tour, on va dire ok, alors moi, ma victime, je pense que c'était le sorcier. Mon voisin va me dire oui, c'était le sorcier, et on va continuer comme ça. Et dès que quelqu'un se trompe, on dépense un petit marteau, que j'ai pas sorti, parce que je fais très mal mon travail, qui s'appelle Almost Innocent, donc en gros c'est un petit joker, en disant ok, on s'est trompé là, je dépense ce petit joker, t'as le droit à une seconde chance. Et en fonction du niveau de difficulté, vous en avez plus ou moins des jokers comme ça. Si on se trompe trop et qu'on n'a plus de petits marteaux, on a tous perdu. Voilà. Et si tout le monde arrive à trouver ces 3, 4 cartes, 5 cartes en fonction du scénario, on a tous gagné. Voilà. Après, je peux pas vous spoiler ce qu'il y a dans le reste du jeu parce que j'ai pas testé. Je sais qu'il y a des pions avec une reine, il y a plein de trucs, il y a des cartes spéciales, j'ai vu. Je ne sais pas ce que c'est, vous le découvrirez si vous prenez ce jeu. Et c'est tout bon pour moi, je laisse la suite à Antoine. Crazy Pilot, c'est un petit jeu d'ambiance complètement fou par Matteo Cimenti, Carla Regan et Chiara Zanchetta, illustré par Julien Bigot. C'est Helvétique qui propose ceci pour 2 à 6 personnes et des parties de plus ou moins 10 minutes, ça peut aller beaucoup plus vite. On va conduire un véhicule, une voiture, dans une ville en proie au chaos puisqu'il y a des zombies, une attaque de monstres géants, parce que pourquoi pas. Et on va essayer de faire le moins de dégâts possible et d'écraser des zombies, parce que ça sert un petit peu à ça, voiture, zombie, forcément. L'équation est rapide. On a tous notre paquet de cartes. Ce paquet de cartes qui représente différentes situations. C'est un peu comme quand on passe le code, mais en version what the fuck, en version n'importe quoi. On va commencer le jeu. 3, 2, 1, c'est parti, on joue tous en même temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer
les cartes de votre paquet de cartes qui est dans votre main. Et à chaque fois, vous allez prendre une décision. En fait, vous avez devant vous une petite voiture comme ceci. Et suivant où vous allez mettre la carte que vous passez, vous allez prendre une décision. Donc, si vous la mettez au-dessus, c'est que vous dites, ok, là, moi, j'avance tout droit. Il n'y a pas de problème, je continue. À droite, vous allez dévier sur la droite. Donc, par exemple, il y a un personnage en plein milieu de la route, mais il y a un petit peu de place à droite, forcément, je fais ça. Mais des fois, c'est un peu traître. Des fois, on croit que le passage est ok, mais en fait, il y a un passage piéton et il y a une petite mamie avec son caddie. Et elle va traverser. Donc là, si vous décalez pas un peu, ça va être la cata. Vous pouvez faire la même chose à gauche. Vous pouvez décider de faire demi-tour quand, par exemple, il y a un monstre géant au milieu de la route. Ok. Des fois, il y a des zombies. Les zombies, ils sont des fois visibles, des fois un peu cachés. Quand il y a un zombie, on va le mettre sous la voiture parce qu'on l'écrase, il passe sous la voiture. Et il y a un dernier cas de figure, c'est quand il vaut mieux s'arrêter net. Et en fait, du coup, cette carte, vous allez la passer et la remettre sous le paquet de cartes. Ce qui fait qu'à la fin, vous devrez avoir que les cartes que vous avez mis en mode stop. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez passé tout votre paquet, vous pensez que c'est OK. Vous allez taper sur les zombies au centre de la table. Vous allez gagner un petit bonus de points. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller compter les points, en fait. Et on va récupérer les cartes. On va vérifier chacune des cartes dans les zones. Donc dans votre main, il est censé rester que les cartes avec les stops. Et on va retourner les autres cartes. Et en fait, au dos, à chaque fois, il y a le symbole. La bonne réponse en fait. Donc là on retourne, parfait, il fallait bien aller à droite. Il y en avait une autre, il fallait bien aller à droite aussi. Là c'est bon, vous pouvez bien avancer. La suivante, ah mince, celle-ci en fait il fallait décaler sur la gauche parce qu'il y a la fameuse petite mamie qui est en train de traverser la route. Des fois c'est méga évident, des fois c'est complètement traître. Vraiment c'est Code de la route simulator mais en version fun et complètement chaotique. Je trouve ça vraiment original comme petite proposition. Alors évidemment, les premières parties, on découvre, on fait n'importe quoi. Et plus vous allez jouer avec les mêmes personnes, plus les cartes, vous finissez par les connaître par cœur. Et le but du coup, ça va être d'essayer de performer sur ces cartes-là. On passe à un style de jeu très très différent dans cette énorme semaine avec plein de choses. Ce jeu, c'est Heredity, le livre de Swan. Mais plutôt que vous en parler de vive voix, eh bien, je vais laisser David de Darucat, l'éditeur, le faire. Heredity, c'est un jeu où vous allez jouer une famille dans un monde post-apo. L'idée, c'était d'avoir un jeu narratif, comme vous l'avez vu, assez accessible, où en gros, on passe notre temps à profiter de l'histoire et les règles, c'est un support et c'est pas du tout un frein. Donc ça permet de faire jouer vraiment pas mal de monde. Et ensuite, on va essayer de vous embarquer dans une histoire, comme vous l'avez vu, pleine de rebondissements. Donc on va vous surprendre le plus possible à chaque scénario, entre les scénarios, avec des cartes et tout, et on essaye de vous embarquer jusqu'à la fin de la campagne, en espérant que vous alliez au bout de la boîte. Donc pour en arriver à ce que vous voyez, Heredity, c'est le fruit de 5 années de travail, des auteurs pendant un peu plus de 2 ans, et moi depuis que je les ai rejoints sur le projet. Tout ce que vous voyez là, ça a été testé et montré en salon longuement. L'idée c'était d'avoir un système solide, robuste, sur lequel on peut vous faire vivre une histoire, une campagne assez chouette avec la première boîte, mais aussi d'exploiter ça pour la suite avec d'autres scénarios additionnels à venir et d'autres campagnes si ça marche suffisamment. Du point de vue des règles, jouer son personnage, c'est quelque chose qui est assez simple. Vous avez des pions d'action, vous en avez 3 par personnage, et vous verrez les fiches de perso ont toutes des actions, observation, parler, agir, manipuler ou se déplacer. Et l'idée, c'est que la gestion des personnages soit le plus simple possible. Donc en fait, vous voyez les icônes, vous avez vos personnages sur le plan, et en gros, vous allez simplement, si vous êtes à un endroit où il y a une action d'observation à faire, utiliser votre jeton pour observer. Donc ça fait partie de ce qu'on a mis en place pour que le jeu soit le plus simple et le plus accessible possible. Votre tour de jeu, vous allez tous dépenser vos pions d'action dans l'ordre que vous voulez. Et quand vous aurez joué, on va arriver sur la ligne de temps. Et la ligne de temps, c'est une astuce mécanique qui nous permet de nous passer d'une application. Vous verrez, le sablier va se déplacer de carte en carte et va activer toutes les cartes, toutes les parties rouges des cartes. Sauf que c'est votre exploration et vos choix qui vont faire en sorte que telle carte arrive avant telle autre dans la ligne de temps et vous donnera l'impression de vivre une aventure qui est unique. Et donc l'idée c'est que à travers ça, à travers votre exploration et la ligne de temps, vous verrez, le jeu va vous surprendre le plus possible et va vous emmener assez loin au niveau des émotions. Et donc, Heredity, un jeu des Jérôme Cans et Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortin et Aurélien Delezin, qui est édité pas très loin de chez nous à Bordeaux, puisque c'est à Saint-Loubès. C'est littéralement à 10 minutes en voiture de Bordeaux. On y a pu y jouer, puisque David, que vous avez pu entendre, est passé à la boutique, il nous a fait découvrir le jeu. On y a joué donc tous les deux, oui. Alex, on a fait le scénario numéro 1, oui. Quasiment en entier. On s'est viandé littéralement à 99% du scénario. Fin, voilà, mais on aurait pu.
on a peut-être pris quelques décisions un peu Ouais, pas mal, ouais. complètement débiles, hein, je pense que le terme est là. Du coup, je vais pas vous reparler de la mécanique de jeu, ou alors de manière plus succincte, puisque David en a très bien parlé, mais on va plutôt faire notre petit Oui, retour le petit d'expérience. retour d'expérience, tout à fait, ouais. Ce que l'on a aimé, ce qui nous a vraiment bluffé, avant toute chose, c'est ce mélange, ce mix parfait entre la mécanique de jeu et la narration Ouais. du jeu. Souvent, dans les jeux narratifs, on va avoir d'un côté la mécanique, d'un côté la narration, et ils s'alimentent l'un l'autre, ils finissent par se rejoindre. Oui. Là, c'est la même chose, en fait. Oui. La méca, c'est la narration. Et la narration, c'est la mécanique de jeu. Et ça, c'est très 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 fort. Et toute la malice du jeu, tout le côté malin, tout le... J'ai même envie de dire la masterclass de game design en vrai. Hein. Oui. Franchement, je pense que je peux lâcher ces mots-là. Ça va être cette frise-là, la frise des événements. Oui. Mais ça, c'est un coup de génie, Alex. On y a joué, on a fini tard. Hein. On a fini, il devait être 11h, minuit. On a fait le chemin ensemble pour rentrer à la maison parce qu'on marche environ 10 minutes, un quart d'heure sur nos chemins respectifs. On a parlé que de ça tout du long. Bah, C'est un coup de génie, ça, c'est incroyable. On a fait que le scénario 1, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le reste de la campagne, puisque la boîte c'est une campagne, donc il y avait encore 4 autres chapitres à découvrir. Je sais plus précisément ce que David a dit ou pas, du coup je redis quelques évidences rapidement. C'est rejouable. Donc là, typiquement, avec Alex, si on était malhonnête, on passerait directement au chapitre 2. Oui. On pourrait, hein, Oui. franchement. Puisqu'en termes de résolution, on avait à peu près tout. Mais moi, je tout serais fixe. enclin à refaire le chapitre 1. Mais on va refaire le Pour une chapitre raison simple, c'est qu'il y a un truc que j'ai surkiffé, c'est que tu peux, à travers le décor et les événements, anticiper ce qui va arriver. Oui. Et des fois, tu t'es trop fier. T'es en mode, Oui, complètement. je savais. Et des fois, tu te viandes, tu fais, ouais, mon idée était mieux, tu vois. Tu joues quand même la carte de la mauvaise foi, mais franchement, c'est... ouais. c'est Il y trop a un bien. peu le mode, le god mode, le mode triche. Bah, je sais qu'il va se passer ça, donc je fais ça. Mais alors ça, en du fait, coup, oui. quelque part, ça fait un peu la rejouabilité parce que c'est satisfaisant. ça Et qui ça est vous cool, fait ouais. aussi explorer une autre voie narrative que vous n'avez pas explorée sur votre première partie a priori. Du coup, les gens là vont peut-être rebondir sur ce que je dis, c'est-à-dire que, ok, on peut anticiper, donc une fois qu'on a fait le scénar, on peut pas trop le rejouer parce qu'on sait ce qui va se passer. Je peux pas Oui. croiser les bras. Et non, parce qu'en fait, on peut anticiper ce qui pourrait arriver, Ouais. mais la succession d'événements n'est jamais la même. Non, Donc du coup, Non. en fait, tu peux savoir qu'il va te tomber une pierre, mais ça Ouais. veut pas dire que tu vas savoir l'éviter, en fait. c'est ça, exactement. Du coup, c'est- Et en plus, peut-être que si on avait pris d'autres choix, il y aurait eu d'autres Eh événements oui. qui seraient mis dans la Bah frise oui. et d'autres qui n'auraient pas été là. Donc il y a toujours moyen un petit peu. Ça devient de l'optimisation, en fait. Si on refait Presque. 10 fois le chapitre 1, Ouais. je pense qu'au bout de la 10e fois, on optimise à mort, mais on a un peu triché, quoi. On a Oui, refait oui, on a envie 10 de passer au scénario mais suivant. on a, on a ouais. vécu des choses différentes. La rejouabilité est là, la question se pose souvent pour les jeux narratifs, même si finalement dans le fond c'est pas l'intérêt, hein, non, l'intérêt c'est de vivre l'histoire, mais il y a vraiment cette possibilité et elle est satisfaisante. Franchement, la dernière mécanique que j'adore, c'est ce côté deck building coopératif, Ouais, où on a ce côté où les combats sont régis par une sorte de karma. ouais, Et le karma, en fait, il va, comment on peut dire ça, influencer un peu le résultat final, en positif ou en négatif. c'est ça, Mais en fonction des choix qu'on fait, il peut soit devenir violent, C'est ça. soit il peut devenir Violent. pacifique. pour nous, Oui. c'est-à-dire, ça va nous avantager de manière violente ou avantager les adversaires de manière violente, ou au contraire mettre du calme et de la paix dans tout ça. C'est ça. Et en fait, finalement, le jeu s'adapte à vos envies de jeu. Mais c'est pas des paramètres que vous allez sélectionner. Non, c'est simplement la manière dont vous jouez va naturellement influencer les événements, le déroulement des événements dans le sens qui est le vôtre finalement. Oui, en fait, c'est Qu'est-ce que c'est si fort, je ça aussi. massacre un ennemi à coups de batte, C'est ça. que je lui éclate la C'est tête, ça. ça va devenir violent. Si Et vous donc, voulez que ce soit un slasher, voilà, ça ce sera un deviendra slasher. Il y aura du sang partout. Mais par y contre, compris le vôtre. on peut très bien lancer des petites fleurs comme ça, des petites marguerites Ouais, sur c'est les ça. gens. Voilà. Et alors, oui. Ça reste du Mad Max. Oui, mais on pourrait faire ça en fait. On pourrait. On peut essayer d'esquiver tout. C'est ça. Et ça va d'esquiver. changer la résolution des combats. Je trouve ça très fort. Voilà, du coup on ne parle pas de la mécanique, on ne vous parle que de nos émotions de jeu, mais en Oui. même temps elles sont quand même très alimentées par ces mécaniques qui sont franchement élégantes. C'est un gros coup de cœur, on va terminer là-dessus avant de partir derrière le comptoir. Je vais juste terminer en disant que, vous l'avez remarqué, c'est une énorme vidéo, il y a eu énormément de jeux cette semaine qui sont sortis. On a un coup de cœur, je pense, sur les trois quarts des jeux qui sont sortis. C'est quand même une semaine exceptionnelle. Oui. Parce que souvent, quand il y a des semaines comme ça, il y a 1, 2, 3 jeux. On dit ça, c'est vraiment cool. Ça, on a envie d'y jouer. Ça, on y a joué, c'était génial. J'ai l'impression que cette semaine, c'est presque tous les jeux. Ouais.
C'est génial, c'est vraiment super, c'est un plaisir de vous proposer tout ceci à la boutique. J'espère que ce sera pas comme ça toutes les semaines, parce que nous n'avons pas la place de tout vous proposer, nous n'avons pas le temps de jouer à tout, vous non plus, et vous n'avez pas l'argent pour tout acheter, en grande majorité. Mais c'est quand même une semaine vraiment, vraiment exceptionnelle. Allez hop, on part derrière le comptoir. Hola cowboy. Je vous présente Western Legends Showdown, le dernier microgames de chez Matago. C'est un duel, comme le montre cette magnifique pochette, j'allais dire bleu, non, noir. Donc duel pour 2 personnes, donc c'est ce que veut dire duel. À partir de 10 ans pour 20 minutes de partie. C'est le premier microgame français, parce que d'habitude c'est des Button Shy, c'est une relocalisation de trucs anglais. Et là c'est un auteur français qui a fait ce jeu. Et cet auteur français, je vais prendre mon anti-sèche, c'est Erwan Ricor. Voilà. Et ça a été illustré magnifiquement par Roland McDonald. Voilà. Qui fait une ambiance très cowboy, voilà, western. Vous dites, hey, Western Legend, ça me dit un truc, c'est un jeu de société. Oui, c'est dans le même univers. Voilà, c'est la même chose. Enfin non, ça n'a rien à voir. Parce que bon, je vous montre Western Legends, c'est la boîte comme as là. Qu'est-ce que c'est le Western Legends Showdown? Le but, c'est de gagner le plus de cartes possible. Les cartes vont être gagnées en remplissant les conditions des lieux ici, principalement. Après, vous allez avoir des cartes aussi à effet dans vos mains. Vous allez en prendre que 3 de lieux en début de partie. Il y en a plusieurs, donc déjà, ça fera une pas mal bonne rejouabilité. Chaque lieu va du coup avoir une condition écrite en bas pour pouvoir récupérer le contenu de ce qu'on aura joué dans ces colonnes. Comment ça se passe à votre tour? Eh bien, vous allez jouer une de vos cartes sur une des colonnes et après, vous repiochez. Et le truc, c'est que à chaque fois que vous posez une carte, vous allez voir si vous remplissez une des conditions. Déjà, vos cartes aussi ont des pouvoirs. Mais pour activer ces pouvoirs, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer une carte supérieure en valeur à la précédemment posée. Okay. Là, vous aurez le droit de faire le pouvoir. Et évidemment, j'en ai posé une dont je ne me souviens pas, bien évidemment. Ok, en gros, c'est un truc qui permet de dire il y a personne qui va jouer au-dessus de moi maintenant. D'accord. Okay. Voilà, déjà, Bulletproof, c'est une des plus pétées. Mais évidemment, vous allez dire ok, cette colonne, elle est morte. Non, il y a une carte là-dedans qui vous permet de jouer une carte et de vous déplacer ailleurs, et donc par-dessus une autre carte. Donc voilà, déjà, activer mes pouvoirs, c'est pas obligatoire, mais je peux si je pose un chiffre supérieur au précédent. Au précédemment posé. Les conditions elles-mêmes, par exemple ici, c'est avoir strictement 4 cartes différentes dans cette colonne-là. Vous posez la 4e différente, vous récupérez toute la colonne. Okay. C'est une question de timing. Vous allez commencer à remplir la colonne, mais à un moment, plus personne va vouloir remplir la colonne parce que vous dites si je fais ça, c'est cadeau, l'autre il a juste à jouer là et il prend tout. Donc on se regarde vachement en chien de faïence en disant moi je vais pas le faire maintenant. Donc ça va être aussi une question de timing. Ici, il faut qu'il y ait exactement 2 noirs et 2 rouges, et ici il faut qu'il y ait 3 wallops. Alors les wallops, c'est une des cartes du jeu. Elles sont en 3 exemplaires, contrairement aux autres qui sont en un seul exemplaire, ou 2 exemplaires je crois. Mais en tout cas les wallops c'est les plus communes, parce que celles-là vous pouvez les jouer 2 d'un coup si vous en avez 2 dans votre main. Voilà, ça vous permet donc des fois de remplir d'un coup une condition. Voilà, ça fait des petits twists comme ça. Donc après, le jeu est très minimaliste, comme ce qui est demandé dans la gamme des microgames, mais c'est vraiment les twists des lieux et des pouvoirs des cartes qui vont faire tout le sel du jeu. Vraiment, vous allez avoir des retournements de situation qui sont assez cool. Vous avez aussi le fait que quand c'est votre tour, vous êtes obligé de jouer, même si ça vous arrange pas. Sauf si c'est vous qui avez la carte réputation, qui est donnée au hasard au début de la partie. Et si vous voulez ne pas jouer, vous donnez la carte réputation à l'adversaire, qui aura lui du coup aussi un joker. Mais aussi, à la fin de la partie, quand vous avez joué toutes vos cartes, celui qui a la carte réputation, il tranche l'égalité s'il y en a une. Donc c'est un gros pouvoir aussi qu'on donne à l'autre, donc voilà, c'est un joker qui est très puissant et à double tranchant. Voilà, c'était Showdown, enfin Western Legends Showdown. Et maintenant, on va vous présenter d'autres nouveautés. Antoine! Je sais pas du tout par quoi on va commencer. On va voir un petit peu ce qu'on a à portée de main. On a ceci à portée de main. Hop,
hop, Ah oui, attends, j'enlève mon barde. Pokémon. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y en a peut-être déjà plus. C'est clair. Mais bon, on le montre quand même. Si vous regardez cette vidéo dans une semaine, il n'y en a plus, c'est sûr. Des cartes promo, des boosters 151, cartes grand format. Là-dedans, des cartes promo, plein de boosters, des petits jetons, etc. etc., etc. C'est des éditions assez limitées. Voilà, que dire de plus Pokémon. Non, t'avais dit qu'elle était pétée celle-là. Elle est Non. pétée, c'est-à-dire La carte. Ah bah il y a genre, Mew, je regardais Mew, j'y connais pas grand-chose en Pokémon, mais je regarde les caractéristiques de la carte Mew. Attends, il y a un petit zoom, là. Effectivement, Mew. elle a l'air complètement fumée, voilà. Première génération, on connaît. C'est le noob qui parle, hein, vraiment. Nous aussi, on connaît, lui. Oui, Elector numéro 145. C'est-à-dire qu'il y a fut une époque, il y a longtemps, je connaissais tous les numéros des Pokémon par cœur, mais c'est quand il y en avait que 151 justement. Hop, Ouais. on a également reçu du Flesh and Blood Bright Light. C'est donc la 3e édition en VF, même la 4e. On avait eu History Pack 1 et 2, Outsider, Dusk Down et Bright Light désormais, spécialisé dans les mécanologues. Hop, je n'en dirai pas plus puisque je n'ai pas joué depuis plus d'un an à Flesh and Blood. En tout cas sur Bordeaux il y a une belle commu. Si vous êtes sur Bordeaux et que le jeu vous intéresse, franchement vous allez trouver des tables de joueurs très facilement. On a reçu l'extension de Here to Slay, Berserker et Nécromancien, les 2 meilleures classes de tous les temps, tout simplement. Voilà, le gros bourrin qui tue tout le monde et puis le gros bourrin qui ressuscite tout le monde. Je sais pas quoi vous dire parce qu'on l'a pas ouverte, mais bon. C'est des nouvelles cartes, quoi. C'est des nouvelles cartes, c'est toujours bienvenu dans ce genre de jeu. Je vais, hop Il y a là. aussi une extension de Bunny Kingdom, Bunny Express. Voilà, donc maintenant il y a un train dans Bunny Kingdom. Sachez-le. Sachez-le. Ça, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail parce que ça, c'est beaucoup trop cool. Ça mérite un petit jingle là. C'est donc Donjons et Chatons pour faire du jeu de rôle à la Donjons et Dragons de l'Heroic Fantasy, mais un petit peu post-apocalyptique. Pourquoi ? Parce que les humains étaient là il y a bien longtemps, mais ils ne sont plus là désormais. Et nous, les animaux, on a pu prendre notre place dans le monde, plus Enfin. particulièrement les chats, grâce à la miaogie. Et il y a des miaogiciens et ils ont des super pouvoirs, ce qui les rend plus forts que les autres. Mais on n'est pas obligé de jouer des chats. D'ailleurs, plus précisément des chatons. On va jouer des chatons. Il y a tout un tas d'autres animaux. Je vais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont juste trop cool. Vous avez différents volumes. Ils sont pas tous reliés avec la même couleur, j'ai l'impression. Oui, là, c'est vert. C'est qu'il y en a 2, c'est pour ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Magnifique. Donjons et Chatons, le jeu d'aventure. On va aller chercher des pages comme ça, un petit peu au hasard. Les illustrations sont choupi x 1000. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment mignon. J'ai lu en diagonale, j'ai lu les règles, elles sont vraiment accessibles. C'est vraiment fait pour jouer en famille avec des enfants à partir de 7 ans. Entre adultes, c'est jouable aussi. Le système 3D6, j'ai une caractéristique que je veux utiliser. Je vais jeter 3D6. Si au moins un de mes dés est inférieur à la caractéristique ou égal, c'est une réussite. On peut aller jusqu'à 3 réussites pour vraiment réussir tout ce que l'on veut faire. Donc c'est vraiment un système qui est très fluide. Et je vais essayer de vous montrer les différentes classes et races jouables parce qu'ils ont des bonnes têtes tout simplement. C'est pas la miaougie, c'est la miagie tout simplement. Vous voyez, vous pouvez jouer des moineaux, vous pouvez jouer des chiots, vous pouvez jouer un poisson chaton, vous pouvez jouer un raton, un ourson, et après on va retourner hop là dans les chats. Tac. Ils sont où les chats? Voilà. Le chaton de campagne, le chaton marchand, l'enfant de soldat, le jeune noble, le chaton huant, le miage, etc., etc., etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer dedans. Il y a les règles, il y a des personnages pré-tirés, il y a des scénarios, et comme souvent, on a le petit écran de jeu qui vient également avec du contenu de jeu. C'est pas juste un rappel de jeu, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En gros, la gamme, juste avec ces 2 petits volumes là, elle est complète. Et là, il y a des heures de jeu qui vous attendent. C'est Dead Crows Studio qui propose aussi une occasion de plus pour rappeler que les petits studios de jeux de rôle, c'est souvent ceux qui proposent les choses les plus intéressantes, je trouve. Franchement, hein, là je cite Dead Crows parce que je les ai sous les yeux, mais on a vraiment eu de belles surprises sur des petits studios, des petits studios qui deviendront peut-être les gros studios de demain, on ne sait pas. Voilà, donc Donjons et Chatons, il y en a plein. J'en ai pris plein, j'ai craqué, il y en a plein à la boutique. Hop. Trop mignon. On va rester sur du JDR, mais pas vraiment. On a reçu le calendrier de l'avant de Dungeons and Dragons, le vrai, enfin le donjon et dragon, officiel, pas le chaton c'est ça. et dragon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous ne sommes pas bien sûrs, mais apparemment il y a plutôt de l'équipement, apparemment ça va jusqu'au niveau 6, je crois que ça allait jusqu'au gars de niveau... C'est relativement mystère ce qu'il y a Ouais. là-dedans, donc c'est un calendrier de l'Avent, c'est le principe. Si vous êtes fan de Donjons et Dragons, go, 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 go. Voilà. Je vous mets quand même un aperçu, là il y a un tout petit aperçu voilà, de ce qu'il y a dedans. Surprise! Donc, ce genre de calendrier de l'Avent, il y a toujours un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez avoir une planche de Seekers, bon ok c'est cool, mais vous n'allez pas danser la gigue, et le lendemain vous allez avoir le truc que vous attendiez, le petit goodies ultime, voilà, forcément, on fait tenir en haleine tout du long. Après c'est des surprises parce que c'est le principe des calendriers de l'Avent. Et regardez, j'ai d'autres calendriers de l'Avent. Voilà, calendrier de l'aventure. C'est trop bien comme jeu de mots. Donc du coup vous en avez un sur les trains et vous en avez un sur la montagne. Voilà, c'est normalement on vous avait déjà voilà, c'est quelle heure? Oui, tu as le droit, tu as le droit. Présenter les jeux d'enquête de Caval, qui sont des sortes de petits jeux d'enquête par la poste hyper immersifs pour les enfants. Et ben ils ont fait des calendriers de l'Avent, donc en gros c'est une enquête sur 24 jours. Voilà, c'est génial. Ouais, très bon concept. Déjà, premier jour, vous lui offrez ça. Il est genre, waouh, c'est quoi? Et à partir du deuxième jour, tous les jours, vous avez accès à un audio. Voilà. Qui est bien évidemment gratuit une fois que vous avez acheté la boîte, sinon c'est un petit peu débile. Et l'audio va vous donner des indices pour l'enquête. Et en fait, il y a aussi des choses à monter, à manipuler. Et au fur et à mesure, votre enfant va découvrir des réponses à l'énigme jusqu'à ce que il est entièrement résolu. Et à chaque fois, il y a aussi des petits bonus scientifiques. Voilà, donc il y en a un ici normalement qui est à partir de 7 ans. Et celui-ci, je crois que c'est 6 ans. Voilà, donc plusieurs types de calendrier de l'Avent. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. C'est bon? Je crois qu'on va passer au petit jeu concours. Ah oui, bah oui, ce que vous vouliez depuis le début. Pour le Quick Shot. Alors, pour Quick Shot, on a un petit jeu. Un petit jeu pour les ludistes. Oui, voilà, présente. Ici, j'ai 4 petits meeples issus d'un même jeu. Qui n'est pas encore sorti, mes chers amis, mais que nous vous avons déjà présenté un jour. Il fut un temps. Eh bien, dans les commentaires, dites-nous de quel jeu ça provient d'après vous. Et parmi les bonnes réponses, nous tirons au sort pour gagner Quickshot. Hop là. Donc si vous avez mal vu les petits meeples, c'est que vraiment vous avez regardé ailleurs. Vous étiez peut-être en train de manger, mais vous pouvez faire pause. Voilà, ça sert aussi à ça. Donc, petit meeple mignon, gagner Quickshot. Voilà, ça me paraît cause à effet, voilà. En termes de thématique, on n'est pas dedans, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on veut. Voilà, hein. Et sur ce, à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.